Salutations, ici Talentier pour un nouveau tutoriel sur une règle pour le XVIIIe siècle. Alors ce sera pas Black Powder, désolé, c'est prévu. J'avais envie d'en faire un autre, ce sera Honors of War. Jeu de Keith Flint, du blog Keith Wargaming Blog, aussi un blog que je suis assez régulièrement. Et donc une règle pour la guerre de 7 ans, plus exactement. Ça tombe bien, on fait beaucoup de guerres de 7 ans dans mes grands formats, donc le dernier étant allé un peu trop vite à mon goût avec Black Powder, parce que mes joueurs le maîtrisent un peu trop bien, je me suis dit que j'allais tester peut-être d'autres règles qui me permettront de faire un peu plus durer le plaisir, et peut-être enrichir un peu le gameplay. Donc on va tester celui-ci, qui est au final tout aussi fluide que Black Powder, mais il a quelques originalités sympathiques, puisqu'il est quand même un peu plus spécialisé sur une période en particulier. Alors, voilà le livre, donc couverture souple. Hein. Il est pas trop grand. Hein. Vous aurez il y a 28 pages de règles, une vingtaine de pages pour les listes d'armées. C'est tout à fait digeste, il n'y aura pas de problème. En anglais, malheureusement, donc pour les anglophones, mais sur le principe, c'est pas très compliqué. Que dire d'autre sur ce jeu? Donc l'investissement est minime, hein, je l'ai payé je crois, il est à 15 € en ce moment chez Philibert. Et pour ce prix vous avez un jeu complet, dans le sens où vous avez les règles, mais vous avez également toutes les listes d'armées. Listes d'armées qui d'ailleurs pour certaines sont même étalonnées en fonction de la période de la guerre de 7 ans à laquelle vous jouez. Donc vous avez par exemple les Prussiens avant 1760 et les Prussiens après 1760 pour représenter la baisse en qualité des troupes. Et puis les Français qui eux sont les seuls à avoir une armée qui s'améliore au fur et à mesure de la guerre de 7 ans. Il faut dire qu'on a été tellement mauvais qu'on pouvait que remonter. Donc voilà. Alors, on va peut-être le feuilleter un petit peu pour que vous voyez ce que vous avez. Donc c'est un jeu où il n'y a pas trop de fioritures, ça c'est bien. Il n'est pas trop verbeux, on est vraiment direct sur les règles. Il y a des diagrammes pour illustrer la plupart des situations, ça c'est une très bonne chose. Le seul point qui est un peu casse-pied, c'est que il a regroupé par thématique certains points, et donc des fois dans le corps de texte d'une phase, on se retrouve avec une règle qui était au début. Alors ça c'est un peu casse-pied, mais bon, c'est pas problématique en soi. De façon générale, c'est très bien expliqué. Vous avez des petites illustrations. Alors c'est marrant, il a des illustrations de Crusader miniature, bien sûr, des illustrations de Osprey, forcément, très belles illustrations. Il y en a également qui viennent de chez James Roach, qui a également un excellent blog sur différentes périodes. D'abord, les figurines sont magnifiques. Chaque fois que je vois ces figurines, je me désole moi-même sur mes capacités de peinture nulles. Mais bon, voilà. Voilà, environ 28 pages, je les ai comptées, de règles proprement dites. Et après, vous avez encore une vingtaine de pages de règles optionnelles et de listes d'armées. Listes d'armées qui sont très courtes. Hein, elles se limitent à des bonus-malus à différents génériques pour les unités et pour les commandants. Ainsi que pour les mouvements, changement de formation et le bonus à l'initiative et au mouvement. On verra plus tard que l'intérêt de ce jeu aussi, c'est ça qui m'a conduit à le tester au départ en fait, c'est que il est en activation alternée. Alors pour l'instant, j'ai toujours joué des jeux qui sont Aigo Yugo hein, pour les jeux de bataille de masse. Là, pour la première fois, j'avais un jeu en activation alternée. C'était le premier que je voyais, pour les périodes que je joue en tout cas. Et donc j'avais envie de le tester. Et bon, spoiler, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Aussi, un point qui est très intéressant, c'est que l'auteur est anglais, l'éditeur est anglais, mais il a tout mis en centimètres. Ça, c'est très sympa. Enfin, moi j'aime bien les centimètres. Hein. Bon, si vous préférez les pouces, vous avez le droit de préférer les pouces. Moi j'aime bien les centimètres. Et puis bon, c'est plus facile pour Monsieur Tout le Monde qui veut venir participer à une partie de Wargame en casual. S'il doit emmener un mètre, souvent il n'a pas un mètre en pouces. Voilà. Donc vous avez tout. Vous avez également la feuille de référence, bien sûr, à la fin qui est intégrée. Et vous aurez également quelques scénarios. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais
Sur le principe, vous en avez quelques-uns. C'est plus 3 scénarios d'introduction à 3 formats différents, petit, moyen et grand. Donc voilà, maintenant on va rentrer un peu dans le dur du système, mais sur le principe, donc voilà, c'est pas un gros investissement et je peux vous le dire tout de suite, le jeu est très sympa. Alors, on va étudier plus avant en commençant par les généralités, notamment soclage, organisation des unités et autres. Alors, commençons par les généralités. Peut-être déjà le matériel. Donc, vous aurez besoin de figurines, du décor, du mètre, comme d'habitude. Le mètre en centimètres, du coup, suffira, puisque le jeu est en centimètres. Outre cela, vous aurez certainement besoin de marqueurs. Alors, le marqueur le plus important, ça va être les points de vie de l'unité. Toutes les unités auront le même nombre de points de vie, entre guillemets, à savoir 4. Quand on atteint 5, les unités sont détruites. Enfin, sont d'abord mises en déroute, puis détruites à la fin du tour, mais ça revient même. Donc vous aurez besoin de noter les blessures. Pour ça, plusieurs possibilités. Un dé, c'est lisible, c'est simple. Par contre, ça se bouge, ça se cogne, ça se déplace, c'est embêtant. Moi, personnellement, j'ai mes pions faits par mon camarade Benoît. C'est l'idéal, dans le sens où le marquage est correct, et puis ça bouge pas, et ça se confond pas avec les dés. Évidemment, autre alternative qui coûte quasi rien sur Amazon, les contours de tricot, hein, bien sûr, qui vous permettent d'aller très très loin. Bon, là, vous avez clairement pas besoin d'une graduation à 2 chiffres, mais bon, voilà. Le désavantage, par contre, c'est que c'est pas aussi lisible que le pion. Voilà. Donc ça, c'est pour les points de vie d'unité. Pour ce qui est des généraux, les généraux aussi ont des niveaux. 3 classes de généraux. Soit vous vous référez à la feuille, soit vous mettez un petit marqueur, par exemple -1 pour dire que c'est un général mauvais, rien du tout pour un général bon et +1 pour un général audacieux. Donc voilà. Comme ça vous avez immédiatement, on va dire, la classe du général sans avoir besoin de revenir sur la feuille, mais honnêtement, si vous vous référez à la fiche d'armée, ça marche tout aussi bien. C'est juste qu'effectivement, si vous avez une très grosse bataille avec beaucoup de généraux, là, ça peut devenir casse-pied à force. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un problème. Autre marqueur important, le marqueur de tir pour symboliser le fait que votre unité est tirée. Alors, soit vous faites un marqueur, n'importe ce que vous voulez pour le signaler, soit tout simplement vous faites comme moi, vous mettez du coton et comme ça on sait que l'unité a tiré. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez des tirs qui peuvent venir en réaction, comme à Black Powder, mais contrairement à Black Powder, vous ne pouvez pas faire un tir de réaction ou d'opportunité et en même temps un tir en phase de tir. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si l'unité a tiré pendant la phase de mouvement, par exemple en réaction à une charge, et que la charge a été repoussée, par exemple, elle ne peut pas derrière tirer une seconde fois pendant la phase de tir. Voilà. Donc voilà. Alors là, important, les angles. Alors les angles de vue, c'est un des points négatifs du système, je trouve. Il utilise le système 45 degrés pour calculer les flancs comme à Black Powder, donc flanc arrière, flanc ici, front ici, etc. avec les 45 degrés. C'est très simple. C'est pratique, hein, parce qu'on peut simplement faire des diagonales sur le socle carré pour trouver facilement les angles sans avoir besoin de créer un marqueur en place. Simplement, je ne sais pas pourquoi, l'auteur a mis les zones de tir, l'angle de tir à 30 degrés au lieu de 45. Donc du coup, ça oblige à avoir un marqueur ou à jouer un petit peu, genre comme ça, pour réussir à trouver le 30 degrés. Alors je vois pourquoi il l'a fait, c'est à cause de la règle mitraille, je pense, puisque dans sa règle mitraille, les unités qui sont dans l'angle de tir, s'il y a des amis dans l'angle de tir, vous ne pouvez pas tirer en mitraille. Donc je suppose que c'était pour réduire un petit peu la zone, parce que les 45 degrés c'était peut-être trop. Mais en pratique, c'est casse-pied. On a fait quasiment toutes nos parties avec l'angle à 45 degrés, et franchement, ça marche. Hein. J'ai pas l'impression d'un déséquilibre terrible. Mais bon, voilà. Sachez que dans les règles, c'est 30 degrés l'angle de tir. Voilà. Donc vous aurez peut-être besoin d'un angle de vue, à la fois à 45 degrés pour les zones et les flancs de l'unité, enfin les côtés de l'unité, les arcs, et à la fois pour la zone de tir, un autre à 30 degrés. Voilà. Si on veut respecter les règles stricto sensu.
Pour ce qui est ensuite du soclage, alors il n'y a pas de soclage obligatoire, ça c'est bien. Il y a un recommandé. Alors le recommandé, c'est 5 socles pour l'infanterie et 4 socles pour la cavalerie. Et puis un socle pour l'artillerie. Pourquoi 5 socles? Ça semble bizarre, d'habitude c'est toujours des nombres pairs. À l'usage, on comprend pourquoi. En fait, il l'écrit à quelque part dans le bouquin. C'est pour que les unités en ligne, que ce soit cavalerie et infanterie, correspondent exactement. Donc, je suppose que c'est pour que lorsque une unité est centrée, ça reste un 1-1. Qu'on ne puisse pas rajouter une deuxième unité si par exemple on joue avec un soclage différent. Ça prend également certainement en compte le fait que à Black Powder, qui est quand même un jeu très très joué, et à d'autres jeux d'ailleurs, hein, c'est pas le seul, les socles de cavalerie sont un petit peu plus grands que les socles d'infanterie, et que donc ça permet 5 infanterie, 4 cavalerie d'avoir une longueur, enfin une largeur de socle, largeur d'unité, pardon, qui soit la même. Maintenant, bon, moi je vous donne mon avis, perso je jouerai pas avec 5 socles. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. En général, je joue avec 4 socles. Et encore ici, ça ne se justifie même pas, parce qu'à Black Powder, je joue avec 3 socles, pour une raison simple, c'est que les formations qu'il y a à faire en XVIIIe siècle, c'est la colonne de marche, le dispersé et la ligne. Les autres sont quand même assez marginaux, ou ne se font pas à l'échelle du bataillon, donc de toute façon, 3 ça suffit, dans l'absolu. Donc si vous voulez... je vous donne un conseil, si vous trouvez que Black Powder, par exemple, avec ses 6 socles recommandés, je trouvais ça déjà gourmand en figurine, 5 ça allait à peine moins. Si vous trouvez que c'est encore trop gourmand en figurine, passez à 3 socles. Vous verrez, ça marche tout aussi bien. Au pire, vous retirez un socle de cavalerie, hein, ou vous jouez un petit peu avec vos socles de cavalerie. Et franchement, pour les peu de cas de figure où vous pourriez avoir débat, je pense pas que ça gênera. En tous les cas, ne vous interdisez pas de jouer à cause de cette histoire de soclage. C'est une recommandation, c'est rien de plus. Donc voilà. L'autre raison pour laquelle il utilise ce système-là, c'est parce qu'il prévoit que la cavalerie peut se mettre en 2 rangs. Par contre, du coup, cette formation donne des bonus au tir contre eux, puisqu'elle est plus dense, et donc les canons, par exemple, vont leur faire plus de dégâts. C'est sûr qu'à 3 socles de cavalerie, ça va être difficile à modéliser proprement, de faire comme ça. Maintenant, si vous avez la chance, ou tout simplement vous avez fait le choix rationnel, c'est pas mon cas parce que rien n'est rationnel dans mon soclage 18e, puisque j'ai commencé avec un type de soclage Black Powder, puis un autre, puis un autre, puis un autre, donc c'est un peu le foutoir, mais si vous avez rationalisé que tous les socles sont de la même taille, ce qui me semble quand même être un peu ce qu'il y a de mieux, 4 socles infanterie, 4 socles cavalerie, ça me semble très bien. Et si vous voulez descendre, 3 socles infanterie, 3 socles cavalerie, ça ira, c'est juste que ce sera moche si vous voulez faire la cavalerie sur 2 rangs. Mais bon, pour l'avoir utilisé dans une partie entière où toute ma cavalerie était sur 2 rangs, c'est sûr que ça offre des possibilités tactiques, mais quand même elle souffre par rapport au tir. Hein. Donc, ça se discute. Hein. C'est comme à VF, hein, la cavalerie peut aussi passer sur 2 rangs. À Black Powder, c'est plus simple, elle est sur 2 rangs pour l'effet de masse, mais elle est considérée comme en ligne. Moi j'aime bien ce système-là, c'est pas le choix qu'ils ont fait ici, ils veulent le distinguer. Donc voilà. Donc ligne ou 2 rangs pour la cavalerie, l'infanterie, quasiment toujours en ligne quand elle est formée, ou occasionnellement en colonne de marche, bien sûr. Donc ça c'est infanterie-cavalerie. Évidemment, vous pouvez jouer à n'importe quelle taille d'unité. Vous pouvez... Là, j'étais parti pour faire du 6 mm, mais là finalement je fais du 28. On se dit allez, on se fait plaisir, on fait du 28. Le jeu donne des mesures en centimètres, donc, pour du 28 mm. Mais non seulement, alors ça je trouve que c'est un gros point fort, non seulement vous pouvez jouer à tous les formats, mais en plus l'auteur vous prépare les conversions pour tous les formats. Je vais vous montrer. À la fin, vous avez un appendice où il prévoit pour tous les formats toutes les conversions de mesures. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien.
Donc voilà, donc, par exemple avec le 6 mm, j'aurais simplement dû me référer au tableau 6 mm et j'aurais eu les conversions déjà faites, sans calcul, sans avoir besoin de faire ma propre fiche. Donc voilà, très bonne chose. Donc peu importe le format, le soclage, bon, il y a quelques frictions on va dire, mais honnêtement ça ne doit pas vous décourager, c'est pas bloquant, hein, franchement, et de toute façon c'est qu'une recommandation. Moi je vais jouer la partie de démo que je vais vous faire en 4 socles. Euh, je pense que ça passera très bien. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, 5 socles en ligne aussi, ça bouffe de la place en 28 mm, mine de rien. Réduire un petit peu, ça permet aussi d'aérer la surface de jeu, et ça, c'est aussi ce qui m'a conduit à faire mes batailles de Black Powder en 28 mm sur 3 socles, parce que ça ne se justifie pas en termes d'exigence de formation. Pour le napoléonien, je comprends, il faut faire des carrés. Donc 4 socles ça va. En 18e siècle, honnêtement, à Black Powder, 3 socles ça suffisait entièrement, et du coup ça me permet de faire mes grands formats en gardant une table réaliste, on va dire, hein, parce que sinon mon salon n'y suffirait pas pour faire les grands formats que je fais. Donc voilà. Bon, je digresse, voilà pour le soclage et pour la taille d'unité. Évidemment, le nombre de figurines sur vos socles n'a aucune importance, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, comme d'hab. C'est, une fois encore, le socle qui est important. Voilà. Passons maintenant aux présentations des unités. Encore une dernière chose concernant l'échelle de jeu. La brique élémentaire du système est le bataillon. Une unité est censée représenter un bataillon d'infanterie et une unité de cavalerie, un régiment de cavalerie. Dans l'absolu, de ce que j'ai pu voir au travers de mes parties, il n'y a absolument rien qui vous empêche de considérer que l'unité de base est le régiment d'infanterie, par exemple. Simplement, c'est vrai que soyez cependant prévenus que quand vous ferez la conversion des mesures, les puristes trouveront sans doute que c'est fantaisiste, on va dire. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est pareil à Black Powder. Si ce genre de détail suffit à péter votre immersivité et que ça va pas, jouez pas à ce jeu. Hein. C'est clairement pas le cas. Par contre, en termes gameplay, ça changera pas grand chose. Vous pouvez très bien jouer à plus grosse échelle. Il n'y a pas de souci, c'est même prévu. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir un système de commandement intermédiaire. C'est le seul jeu pour l'instant que j'ai vu dans ce style-là qui prévoit les règles pour le commandant intermédiaire, sans qu'on soit obligé de les créer soi-même ou de les bidouiller comme je fais à Black Powder. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'avoir les lieutenants généraux, on le verra, qui, dans les grosses parties, vous permettront de gérer des groupes de brigades, et qui, dans les cadres des multijoueurs, comme moi je les joue, pardon, vous permettront de représenter les morceaux d'armée dirigés par les autres joueurs. Voilà. Donc sachez qu'il y a cette petite subtilité. Passons maintenant aux unités. Alors, les profils d'unités dans ce jeu-là sont très différents de Black Powder, ou de Valor and Fortitude, parmi ceux qu'on a pu chroniquer ici. Une unité n'a pas de caractéristiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas une caractéristique combat, tir, morale, résistance, comme vous avez à Black Powder. Ça ne veut pas dire que l'unité n'a pas de profil du tout, c'est simplement que c'est extrêmement épuré. En gros, l'équivalent résistance, c'est-à-dire les points de vie de l'unité, sont fixes pour tout le monde, toutes les et autrement, à part ça, une unité n'est définie que par son type, qui sont pas très nombreux. Vous avez l'infanterie formée, la cavalerie formée, ou pas formée d'ailleurs, enfin la cavalerie de tout type, légère, moyenne, lourde, regroupée sous le vocable cavalerie. L'infanterie, il y a l'infanterie formée et l'infanterie légère, et enfin vous avez l'artillerie qui est elle-même découpée en 3 sous-types, légère, moyenne, lourde. De ce type va découler en fait plein de choses dans le système, puisque vous verrez que la touche et les dégâts se font en se référant à des tables, un peu à l'ancienne, un système un peu à l'ancienne comme à Battle. Hein. Et ces tables sont plus ou moins favorables en fonction à la fois du type d'unité et ensuite du deuxième point de vue, c'est-à-dire la qualité d'unité. Donc l'unité, les 2 points qui caractérisent une unité sont son type, duquel va découler le mouvement et beaucoup de règles spéciales à travers le jeu. Et également, donc, le deuxième point, c'est la qualité de l'unité. Donc, premier point,
le type. Deuxième point, la qualité. Qualité, c'est, vous avez 3 niveaux, inférieur, standard, supérieur. Donc en gros, les unités d'élite supérieures. Donc là, vous mettez les gardes, les grenadiers, les unités de vétérans de tout type, les cuirassiers, la cavalerie d'élite, tout ce qui est élite, généralement supérieur. Vous avez les unités standards, donc là c'est tous les réguliers ce sera la majorité de vos bataillons. Et enfin inférieur, donc les conscrits, les garnisons, les unités d'infanterie légère un peu médiocres ou ne savent pas trop tenir au combat, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sera sous l'angle inférieur. Et donc, en ayant le type et la qualité, vous savez à quelle table vous référez pour le tir, le corps à corps, etc. Et vous aurez des résultats différents en fonction de ça. Donc il y a des différenciations dans la table, mais il n'y a pas de différenciation unité par unité comme vous l'avez sur Black Powder. Donc là, si on prend par exemple dans l'armée prussienne la liste d'armées que j'ai fait sur la première brigade, donc votre armée aura un général en chef. Alors le général en chef n'a normalement pas de niveau. Il n'est pas considéré hésitant, fiable ou audacieux, par exemple, comme le sont les autres généraux, parce qu'il est censé vous représenter. Donc vous êtes censé avoir votre libre arbitre. Donc voilà. Et ensuite, vous avez des brigades, donc là c'est pareil qu'à Black Powder, un général de brigade qui aura, alors soit en jeu égal, entre guillemets, partie sur le pouce si vous préférez, amical ou pas amical d'ailleurs, en tout cas pas de scénario historique. Tant que vous n'êtes pas en scénario historique, généralement il est recommandé de tirer aléatoirement la qualité de vos généraux. Donc vous pouvez vous retrouver avec un général de brigade qui soit hésitant, donc qui aura du mal à déplacer ses brigades, ou bien moyen, ou bien supérieur, audacieux. Il est également possible dans le système de points qu'on verra plus tard de choisir, dans ce cas-là avec un surcoût beaucoup plus important, la qualité de certains de vos généraux. Et en bataille historique, en général, vous utilisez la notation, on va dire, historique des performances du général, plutôt que aléatoire, évidemment. Donc là, vous avez donc le général de brigade, et puis ensuite, là c'est une brigade d'infanterie. Donc les brigades, il est donc recommandé de regrouper l'infanterie et la cavalerie dans des brigades homogènes. Donc pas de brigade mixte en règle générale, bien que ça a existé, et bon, rien ne l'empêche vraiment. C'est juste que comme vous êtes censé conserver vos unités dans le rayon de commandement de votre général de brigade, et que si vos unités en sortent ou sont séparées du groupe d'unités, elles n'auront qu'une chance sur deux d'agir. Mixer de la cavalerie et de l'infanterie va forcément risquer au bout d'un moment, à cause de la différence de mouvement, à avoir des brigades qui sont séparées, d'avoir on va dire des résultats qui ne sont pas homogènes, avec une partie de la brigade qui bouge et l'autre qui ne bouge pas. Donc voilà, sachez-le. Donc il recommande de garder l'infanterie dans des brigades d'infanterie et la cavalerie dans des brigades de cavalerie. Simplement, l'artillerie et l'infanterie légère, eux, peuvent être mixés dans les deux types de brigades. Donc vous voyez, chaque unité on va passer sur le système de points. Il y a un système de points qui vous permet de faire les listes d'armées qui se trouvent en fin de... Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le système. Voilà. Voilà, vous avez un système de points en fin de bouquin qui vous permet de calculer les points d'unité pour fabriquer vos batailles en jeu égal. Ici, nous allons jouer à 1500 points. 1000 points, ça m'a l'air d'être un peu un palier minimum. En dessous, vous n'avez pas grand-chose, puisque l'unité de base vaut 100 points. Donc, si vous voulez pouvoir avoir au moins 2 brigades, faut au moins partir sur 750 points, je dirais. Un grand minimum. Donc les listes d'armées vous donnent les lignes directrices en termes
d'unités, savoir quelle unité est classée dans quelle qualité, etc. Et également toutes les règles spéciales qui s'appliqueront à l'armée en question. Donc, par exemple, si vous jouez les Prussiens, les Prussiens, ils ont un bonus pour tirer l'initiative au tir, donc pour tirer les premiers. Ils ont un bonus pour tirer l'initiative en mouvement, alors que si vous jouez par exemple les Français, vous avez un malus. Alors si vous affrontez un Prussien, la différentielle c'est 2, puisque lui il aura un +1 et vous aurez un -1. Donc tirer le premier permet d'affaiblir l'unité adverse. C'est pas comme à Black Powder où les unités sont tour par tour, vous jouez toute votre armée et l'autre armée. Ici c'est alterné, mais malgré l'alternance, c'est pas simultané. C'est-à-dire que celui qui tire en premier applique ses résultats en premier, et si la brigade qu'on a shootée réagit, si elle a été affaiblie par les tirs et que ça lui confère des malus, elle les applique immédiatement. C'est pas simultané. La seule phase qui sera simultanée, vous verrez, c'est la mêlée. Donc voilà. Le système de points, lui, vous donne les points pour chaque armée. Donc par exemple, pour les Prussiens, si vous voulez des grenadiers, le coup de base d'une infanterie formée, ou d'une cavalerie formée d'ailleurs, c'est 100 points. Si elle est standard, c'est 100 points. Si elle est inférieure, vous retirez 20 points, donc ça sera 80. Si elle est supérieure, vous ajoutez 20 points, donc ce sera 120. Ensuite, vous ajoutez l'éventuel ajustement national. Donc si vous êtes prussien, par exemple, en général, toutes vos unités d'infanterie et de cavalerie formée ont plus 10 points, puisque vous avez à prendre en compte tous les bonus que vous avez pour vous reformer rapidement, pour vous déplacer sans malus, etc. etc. Tout ce qui est de l'ordre de la discipline de l'armée. A l'inverse, si vous jouez russe, vous aurez des discounts sur toutes vos unités, puisque vous aurez beaucoup de malus pour vous déplacer ou ce genre de choses. Donc ça vous donne par exemple grenadier, au final ce sera 130 points le grenadier prussien, ce qui est cher. Les fusiliers standards, ce sera 110, ils sont un petit peu plus chers que les fusiliers standards parce qu'ils se déplacent mieux. Les canons et l'infanterie légère sont à 50 points de bonus, enfin de base. Et là aussi vous appliquez la qualité et l'ajustement national. Concernant les canons, il y a également le fait d'appliquer un bonus-malus si vous êtes léger, moyen ou lourd. Donc moyen c'est 50 points, léger ce sera 40, lourd ce sera 60. Voilà, donc ça affecte la portée. Donc, vous verrez que ce sera important. Pour la cavalerie c'est pareil, c'est 100 points de la base. A noter que la cavalerie légère est au même coup. Il y a pas de... La cavalerie n'est pas à 50 points, elle est à 100 points comme le reste. Simplement, le jeu vous propose de simuler entre guillemets les différences entre les différentes cavaleries en mettant par exemple les cuirassiers en supérieur, donc en payant le bonus, les dragons en moyen et souvent les hussards en inférieur, sauf les Prussiens qui apparemment étaient un peu plus, d'après l'auteur, plus habitués à combattre en bataille, alors que les Autrichiens étaient bien meilleurs dans tout ce qui est la petite guerre, fourrager, faire la reconnaissance, etc. D'ailleurs ça leur aura mieux servi en règle générale. Et donc, du coup, chez d'autres armées, elles seront inférieures. Voilà. Ça, c'est pour la désignation de l'armée. Une fois que vous avez terminé votre armée, vous êtes aux 1500 points, vous comptez le nombre d'unités qui composent votre armée, vous le divisez par 2, et ce sera votre seuil de déroute, arrondi à l'entier inférieur. Donc, par exemple, j'ai 14 unités chez les Prussiens, seuil de déroute 7. Si j'étais à 15, seuil de déroute 7 aussi, puisque j'arrondis à l'inférieur. Donc, voilà. Ça, c'est pour les unités et pour la mise en place de l'armée. À noter également que pour les avantages nationaux, pour les canons et l'infanterie légère, il y en a aussi, mais ils sont moins importants, puisque l'infanterie légère est de base plus rapide, donc le bonus, entre guillemets, le surcoût ne sera que de 5, par exemple, pour les Prussiens. Mais tout ça, c'est indiqué dans le système de points, vous le verrez quand vous l'utiliserez. On va faire juste un petit tour sur les deux armées. Donc ici j'ai mis quelques unités en démo. On va jouer une partie donc à 1500 points. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc il y a tout ça, plus les cavaliers qui sont là, qui se rajouteront ici. Une armée autrichienne. Donc les Autrichiens ont c'est le Vanilla, on va dire, du système. Ils sont moyens. Ils ont pas de bonus. Peu de malus. Donc c'est l'armée référence. Les Prussiens sont clairement dans l'élite, d'ailleurs vous le voyez. Donc si vous rajoutez les infanteries là, vous avez
d'office beaucoup moins d'unités, puisque l'Autrichien part avec 18 unités, le Prussien a 14, ça fait déjà 4 unités de différence, parce que 15 points sur chaque brigadier, puisque les brigadiers aussi, hein, le brigadier est gratuit, mais certains avantages nationaux vous font payer un coût pour les brigadiers. Donc là, par exemple, j'ai pris 4 brigadiers en autrichien, ça me coûte rien, puisque les brigadiers autrichiens n'ont pas de bonus ni pas de malus. Alors que dans d'autres armées, vous prenez les Russes par exemple, ça vous fera des discounts les brigadiers, puisque vous saupoudrez entre guillemets votre force dans des brigadiers qui auront de bonnes chances d'avoir un niveau de compétence médiocre. Alors que chez les Prussiens c'est l'inverse. Là je n'ai que 3 brigades. Les 3 brigadiers imposent un surcoût de 15 points, donc ça fait tout de suite 45 points, l'équivalent quasiment d'une unité d'infanterie légère ou une artillerie supplémentaire, rien que pour payer les brigadiers. En rajoutant à chaque fois les 10 points, 10 points, 10 points, 10 points par-ci par-là, et plus 5 points pour l'artillerie, pour les surcoûts nationaux, eh bien vous expliquez la différence avec les Autrichiens. Évidemment, ceci est compensé par le fait que, vous verrez, les Prussiens ont beaucoup plus de facilité pour, 1, avoir des bons commandants, 2, se déplacer plus facilement, notamment tout ce qui est manœuvre sur les côtés, en arrière, etc., où ils n'ont pas de malus, en tout cas dans la liste prussienne avant 1760, puisque je ne sais plus si je l'ai précisé avant, vous avez des sous-listes. Par exemple, chez les Prussiens, vous avez la liste avant 1760, où en gros vous n'avez quasiment que des bonus avec des très bonnes troupes, et la liste après 1760, où la qualité a beaucoup baissé à cause des pertes et des défaites subies. Donc voilà, donc si vous jouez prussien pré-1760, comme c'est le cas ici, eh bien vous avez une armée plus d'élite. Vous avez donc le visuel des 2 armées, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, juste avant de commencer, j'ai oublié quelques trucs concernant les brigades. J'ai oublié de préciser, donc brigade, dans le jeu, c'est 2 à 8 figurines. Je ne recommande pas plus pour des raisons de praticité. Et également, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 3 unités de votre armée pour les désigner comme unités indépendantes. Alors, et ce, quel que soit le nombre de points de votre armée. L'auteur part du principe que si vous jouez à petit format, les engagements sont plus petits et font plus partie de la petite guerre, donc implique d'avoir une proportion peut-être plus importante de ce type d'unité, et que dans une partie à grand format, ça a moins d'importance, et donc du coup, il n'y a pas de raison que le format évolue. Donc vous pouvez désigner 3 unités. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'ils sont grosso modo leur propre brigade. Donc vous lancez le jet d'activation indépendamment pour ces unités, elles peuvent agir toutes seules. Pour les besoins de ce jet, elles sont considérées comme moyens, c'est-à-dire fiables. Donc ça c'est pour les commandants indépendants, les brigades et les unités indépendantes. Également pour les brigades, vous noterez que les commandants donc ont un niveau de commandement, mais qu'ils ont également un rayon de commandement qui est en 28 mm de 15 cm, celui équivalent des 6 pouces de Black Powder. Donc les unités peuvent, si elles sont à 6 pouces du commandant, être considérées comme sous-commandement. Donc si le commandant, ce que ça change, c'est que si le commandant va réussir son jet d'activation, toute la brigade joue. C'est pas comme à Black Powder où c'est à l'ordre. Ici c'est simple, c'est comme à Valor and Fortitude, si la brigade est activée, toute la brigade joue, sauf les unités qui ne sont pas dans le rayon du commandant, qui, elles, auront besoin d'un jet, l'équivalent du jet de messager de Valor and Fortitude, sur 4+. Et individuellement, du coup. Cependant, vous avez également la possibilité de grouper vos unités en les espaçant de maximum 5 cm les uns des autres. Et donc si vous avez par exemple 2 unités qui sont dans le rayon de commandement et que toutes les autres forment une chaîne ininterrompue, comme sur le diagramme que je vais vous passer, forment une chaîne ininterrompue d'unités qui sont à 5 cm l'une de l'autre, et ben toutes les unités sont considérées comme sous commandement et donc n'auront pas le jet de messager à faire. C'est l'équivalent des règles d'ordre groupé de Black Powder, sauf que c'est pour l'activation de la brigade et pas pour un ordre unique. Voilà. Autre chose également, le général en chef
vous pouvez le distinguer. Donc là, j'ai mis 2 figurines hein, puisqu'il va avoir un fonctionnement différent de celui du général de brigade, mais ça, on verra plus tard. Voilà, allons-y. Voilà, j'ai fait le déploiement. Alors, j'ai pas fait de procédure de déploiement en direct live pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a pas dans le jeu. C'est dommage, je trouve, parce qu'en règle générale, c'est quand même bien d'avoir un système équilibré pour le placement. Là, plus ou moins, ce qui est indiqué, c'est qu'il n'y en a pas, et c'est à vous de faire. Donc, que ce soit pour le placement du terrain ou pour le déploiement des armées, et les zones de déploiement aussi d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de règles non plus. Donc, j'ai fait comme à Black Powder, hein, en gros, un quart, la moitié en séparation et un autre quart pour l'autre zone de déploiement. Donc en gros 12 pouces pour chaque zone de déploiement, 24 pouces de séparation. Mais dans les faits, c'est pas précisé, vous pouvez avoir moins, vous pouvez avoir plus. Plus ou moins ce qui est dit, c'est les joueurs doivent se mettre d'accord. Alors oui, c'est vrai que la plupart du temps, surtout en historique, on n'est pas trop arc-bouté là-dessus. Mais c'est quand même sympa d'avoir une procédure ou au moins des recommandations. Là, il n'y a rien du tout, c'est dommage. Donc du coup, vu que je joue contre moi-même, j'ai un peu joué au dé. Donc j'ai placé chaque brigade d'infanterie principale au milieu, et puis après, j'ai lancé les dés pour les zones, histoire d'avoir un déploiement un peu aléatoire, on va dire. Donc on va faire un peu le tour. Comment chez les Autrichiens. Donc ici vous avez la brigade de cavalerie avec les 2 cuirassiers, dragons et hussards. Ici, vous avez donc la première brigade autrichienne, là, avec les grenadiers qui occupent le village. Je reviendrai sur les règles qui concernent les villages plus tard. Et en seconde ligne, donc, on a tiré la deuxième unité, enfin la deuxième brigade, pardon, d'infanterie ici, avec, donc, j'ai gardé les canons ici en attelés. Ici, les Grenzer. Et donc ici les hussards indépendants, hein. Donc les deux hussards autrichiens là sont indépendants, et les hussards prussiens sont également indépendants, ils sont là. Donc là la division de cavalerie prussienne, il reste les 2 cuirassiers qui sont là. Ici la brigade principale avec les grenadiers, les 2 canons, unité d'infanterie standard en colonne de marche. Les grenadiers ici en ligne, et une deuxième ligne avec une deuxième unité de fusiliers. Et la 3e brigade ici, avec donc 2 régiments de fusiliers là, un autre en seconde ligne, et leur artillerie qui est également attelée. Voilà. On va pouvoir attaquer le début du jeu. On va pouvoir attaquer le déroulé de chaque tour. Donc chaque tour est divisé en 8 phases, oui c'est ça, 8 phases. Alors bon, il y en a, c'est des phases sans être vraiment des phases. Disons que plus ou moins l'ordre de tour, grosso modo, c'est mouvement, tir, mêlée. Voilà. Maintenant, il y a des phases intermédiaires, généralement en rapport avec les commandants, qui s'intercalent là-dedans. La première phase, ça va être le déplacement des généraux d'armée. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, les généraux d'armée sont déplacés en début de tour et ne pourront donc plus être déplacés. Donc il faut faire un choix. Donc il s'agit d'anticiper quelle brigade on va assister. À quoi servent les généraux d'armée? Donc du coup, on va y venir. Les généraux d'armée, ils servent principalement à 2 choses. La première, c'est fiabiliser le commandement et les jets d'activation d'une brigade qu'ils vont assister. Et la seconde, qui est un peu plus marginale, améliorer le ralliement, puisque lorsque le général se trouve à 5 cm, si mes souvenirs sont bons, je vais vérifier. 5 cm, c'est bien ça. Donc si le général se trouve à 5 cm d'une unité qui se rallie, elle ralliera 1 point en plus. Par contre, ça ne marche que sur une unité à la fois. Il ne peut pas faire un rayon. Vous ne pouvez pas mettre le général au milieu de plusieurs unités pour rajouter un point de vie à plusieurs. Enfin, enlever une blessure à plusieurs. Donc voilà, ça sert principalement à ça, le général. Donc il y aura une interaction avec les généraux de brigade. Le général, donc,
commandant, il n'a pas de niveau, hein, normalement, dans les règles de base, bien que vous puissiez lui en donner un, mais c'est pas du tout ce qui est recommandé. Donc il se déplace en premier. Les généraux se déplacent de 60 cm, puisqu'ici on joue en 28 mm, donc c'est 60 cm le déplacement des commandants, que ce soit brigade ou général d'armée. Il peut choisir une brigade, donc en se mettant à portée de 15 cm d'un commandant de brigade pour l'assister. Donc dans ce cas-là, il le fait augmenter d'un cran dans la compétence. Si votre général est hésitant, c'est-à-dire le plus faible, inférieur, si vous préférez. Si le général est hésitant, il passe à fiable, moyen. S'il est moyen, il passe à audacieux, etc., etc. Et s'il est audacieux, il reçoit +1 à son jet d'activation. Voilà. Les unités indépendantes compteront comme audacieuses, puisque, comme je l'avais dit précédemment, les unités qui sont considérées comme indépendantes sont considérées comme étant à commandement fiable, donc moyen. Donc si le général vient pour les commander, ils passeront à audacieux. Voilà. Ensuite, les généraux. Alors, on va autrichien. On va faire de la façon suivante. Le général, pour l'instant, on l'a mis là. On va peut-être le déplacer de façon à commander un des deux du milieu, parce que c'est un peu l'embouteillage. On va se mettre là. De cette manière, il sera à portée de celui-ci et de celui-ci. Je pourrais en choisir un que je pourrais assister. Voilà pour le général autrichien. Côté prussien, le général est là-bas, et ça me semble plutôt pas mal, donc je vais le laisser. Voilà, donc ça, c'est la première phase, mouvement du général. Phase numéro 2, tirer l'initiative pour le mouvement. Donc là, c'est très important. Je vous ai dit, le jeu est en activation alternée. Vous activez une brigade après l'autre. C'est pas unité par unité. C'est pas Igo-Yugo, c'est activation alternée par brigade. Celui qui remporte le jet décide s'il veut laisser déplacer d'abord l'adversaire ou s'il veut déplacer lui. Là, les avantages ou désavantages nationaux vont rentrer en ligne de compte. Les Autrichiens n'ont pas de bonus à ce jeu, c'est l'armée vanilla. Les Prussiens ont +1. Donc on va lancer un dé pour chacun des deux généraux. Et on va tâcher de voir qui aura l'initiative éventuellement. Les Prussiens ont fait 5, ils ont +1, ça fait 6. Les Autrichiens 4, plus 0, 4. Donc les Prussiens remportent le tir au dé. Ils ont donc la possibilité de prendre l'initiative ou pas. Si on regarde la vue d'ensemble, ça peut éventuellement être intéressant de prendre l'initiative, ne serait-ce que pour la brigade qui se trouve tout au fond, qu'on va peut-être déplacer en premier. Ça va peut-être être pas mal. Donc les Prussiens vont prendre l'initiative. Alors avant qu'on pousse plus avant, il y a quelque chose qu'on devait faire en début de bataille et qu'on a oublié, c'est tirer la qualité des généraux. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre chaque armée et faire les généraux les uns après les autres. Donc évidemment, général de brigade, puisque le général d'armée, lui, n'a pas de niveau normalement. On va commencer par les Prussiens, tiens. Donc pour savoir pour avoir le tableau de qualité des généraux, vous vous référez à votre liste d'armées. Donc par exemple, pour les Prussiens, on va arriver à la liste numéro 1, celle avant 1760. Donc, vous lancez un D6 pour chaque commandant de brigade. Sur un 1, il est hésitant. Sur un 2, 3, 4, il est fiable. Et sur un 5, 6, il est audacieux. Ce qui est donc un tableau très favorable. Commençons donc par le général de la cavalerie, ici. 4, ben, il est fiable. Le général de l'infanterie, au fond, enfin, au milieu, pardon. 1, il est hésitant. Le général du fond, il est fiable aussi. Donc 2 fiables, 1 hésitant. Passons côté autrichien. Les Autrichiens n'ont pas le même tableau, évidemment. Bien que ce ne soit pas le tableau le plus mauvais,
Eux, ils obtiennent un général hésitant sur 1 et 2, et ils n'obtiennent un audacieux que sur 6. Alors, on va commencer par le général de la cavalerie ici. 3, il est donc fiable. Le général de l'infanterie ici, celle qui a l'unité du grenadier. 5 sont fiables. L'infanterie derrière. 4, fiable. Le général des Grenzer, pour finir. 5, fiable. Donc, pour le coup, meilleur tirage chez les Autrichiens, toute l'armée est fiable. Il n'y a aucun général audacieux nulle part. D'où l'intérêt du coup de la présence du général en chef. On va pouvoir donc attaquer au fond avec la première brigade. Allons-y. Celle-ci. Et on va faire tous les jets d'activation pour les brigades avant de commencer à déplacer celle-ci. Donc pour les jets d'activation, vous lancez un des 6 également et vous vous référez à une table qui pour le coup est la même pour tous. Une table avec 3 colonnes, une pour les généraux hésitants, une pour les généraux fiables, une pour les généraux audacieux. On va donc commencer par notre ami qui lui est fiable et on va lancer un dé. Donc j'obtiens 5, 5 pour un général fiable, et bien il est son unité est fiable. Enfin, sa brigade est activée avec l'état fiable également. Donc du coup, la brigade pourra se déplacer normalement. Alors ce qui est bien, effectivement, c'est d'avoir des pions qui vous permettent de savoir l'état des brigades. Donc là, par convention, blanc, ça veut dire qu'il peut jouer normalement. Si j'obtiens un rouge, ça voudra dire qu'ils auront l'état inspirant ou admirable. Et noir, ça voudra dire qu'ils ne bougent pas, qu'ils auront l'état médiocre. Ensuite, notre général inférieur, là-bas, au milieu. 3 pour un général inférieur, et bien c'est stable aussi, ça suffit. Donc vous voyez, un général inférieur a quand même une chance, quand même qu'une chance sur 3 de rater, donc c'est pas trop handicapant, mais équivalent d'un 3+, donc pour activer. Et pour finir, le général qui commande la cavalerie, qui est fiable aussi. Donc 1 plus, donc pour un fiable, c'est le seul résultat où la brigade ne bouge pas, enfin pas tout à fait. Elle est dans l'état médiocre. Donc je vais vous faire les états. Donc si vous êtes fiable, donc, que vous bougez normalement, chaque unité a droit à un mouvement normal pendant ce tour-ci. Chaque unité de la brigade qui est sous commandement. Donc là, il faudra regarder évidemment, à partir du moment où c'est tiré, vous regardez que les unités sont sous commandement du général. Ici, on peut voir qu'il y a bien 6 pouces directs de chaque unité jusqu'au général, donc toute la brigade pourra s'activer puisqu'ils sont sous commandement. Si on avait une qui était là, par exemple, donc hors du rayon de commandement, vous auriez dû en plus lancer un jet de messager sur 4 puces pour qu'elle puisse également bouger. Mais ici, c'est pas nécessaire. Donc là, par contre, on va mettre un jeton. La cavalerie prussienne, là-bas derrière, ne bouge pas. Alors, ne bouge pas, mais n'est pas cependant contrainte de ne rien faire du tout. Donc si vous obtenez le résultat faible, la brigade ou l'unité, s'il s'agit d'une unité indépendante, ne pourra pas bouger. Elle pourra seulement faire un mouvement de retraite par rapport à l'ennemi, et un seul mouvement. Mais elle peut également changer son orientation sur place. Elle a quand même droit aux contre-charges si elles sont attaquées. Et pour les artilleries, elles peuvent se dételer, donc s'installer ou s'atteler pour partir. Donc vous avez quand même quelques trucs que vous pouvez faire en étant dans cet état-là. Il me reste encore les hussards. On va les faire. Les hussards, ils sont considérés comme fiables, c'est une unité indépendante. 2, c'est bon. Les hussards pourront bouger. Passons côté autrichien. Alors je vous fais également le topo si jamais vous obtenez le résultat. Alors il y a 2 résultats négatifs. Donc il y a pour, pauvre, je ne sais pas pourquoi c'est appelé comme ça, et feeble, faible.
Alors Feeble, vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez un général hésitant, il faut faire un 1. C'est la même chose que le résultat pour, là que je vous ai décrit, sauf qu'en plus de ça, si la moitié ou plus des unités de la brigade avaient subi des blessures, toute la brigade était obligée de faire un mouvement de retraite. Donc, voilà. Par contre, pour les résultats bénéfiques, si vous obtenez admirable, donc dans ce cas-là, votre unité a droit à 2 mouvements. Et si vous obtenez inspirant, que vous ne pouvez obtenir qu'avec un général audacieux en faisant un 6, en plus de ça, les unités qui le peuvent doivent faire un déplacement vers l'ennemi, donc là c'est un peu une avance incontrôlée, et charger s'ils le peuvent. Cependant, si le général en chef a assisté le commandant, il réfrène ceci et c'est optionnel. La charge est également optionnelle s'il y a déjà des amis qui ont engagé l'ennemi. Et enfin, en plus de tout le reste, vous pouvez également régénérer immédiatement une blessure. C'est toujours bon à prendre. Voilà pour ce qui est des états. Maintenant, on va faire les Autrichiens. Allons-y. Donc, nos amis autrichiens qui sont là. Donc, l'unité indépendante de hussards. 3 est fiable. La brigade de cavalerie. 6. Eh bien, elle sera admirable. Elle aura donc la possibilité de faire 2 mouvements, justement. Donc, les hussards bougent et eux sont en noir. Ici, c'est vrai que j'ai oublié de décréter que le général là-bas, au centre, était assisté par le général en chef. Donc en fait, il était considéré comme fiable, mais ça n'aurait rien changé sur son jet. Par contre, lui, il va commander celui-là. Il est fiable, il passera audacieux. Et je fais un 1 sur un général audacieux, mais heureusement, en passant en audacieux, il n'a pas la possibilité d'avoir de résultats négatifs. Donc, sa division va bouger. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir mis le général là. Celui-ci, également fiable. Un 2 pour un commandant fiable, et bien ça suffit tout pile à activer la brigade. C'est un 1 sur un 1 qu'il obtient un résultat négatif. Donc là, c'est bien. Enfin, les Grenzer là-bas. Ah, ça c'est un 1. Donc là, il n'y a pas le choix. La brigade de Grenzer obtient le résultat pour. Et il me reste les hussards indépendants là-bas, qui avec un 3 seront également activés. Voilà, toutes les activations ont été faites. On va passer au mouvement proprement dit. Je vais juste faire un petit topo sur les formations. Donc dans ce jeu, le nombre de formations est assez réduit. Ce que vous avez en fait, c'est en formation principale pour les unités de cavalerie ou d'infanterie formée, ce sont donc la ligne. L'autre formation, évidemment, c'est la colonne de marche, comme unité là. La colonne de marche, qui est une formation très vulnérable en termes de tir et de mêlée, qui est vraiment uniquement faite pour se déplacer vite. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez le tableau des mouvements, le mouvement en ligne c'est 20 cm, le mouvement en colonne de marche c'est 25. Donc c'est plus une formation qui vous permet de vous déplacer plus vite, surtout si vous obtenez double mouvement d'ailleurs. Concernant donc les différentes unités, vous avez une formation supplémentaire. Vous avez une formation supplémentaire pour la cavalerie, puisqu'elle peut décider d'être soit en ligne, comme ici, soit de passer sur 2 rangs. Cependant, dans ce cas de figure, ça compte quand même comme une ligne en termes de mouvement.
l'artillerie est soit déployée, comme ici, soit attelée, comme ici. Si elle est attelée, elle est considérée comme une colonne. C'est une formation de mouvement. Si elle est dételée, elle est dans une formation différente, formation de combat plus ou moins. Donc voilà, pour effectuer un changement de mouvement, l'infanterie légère n'a aucune pénalité pour changer de formation. Le changement pour l'infanterie, pour l'infanterie et la cavalerie formée prend soit un mouvement complet, soit un demi-mouvement, soit rien du tout, selon votre caractéristique d'armée. Ici, pour les Prussiens, le changement de formation est gratuit. Ça ne compte pour aucun mouvement, puisque dans cette liste-là, ils ont un bonus en mouvement et en reformation qui explique leur surcoût important. Côté autrichien, ce sera un demi-mouvement. Une unité qui est cependant inférieure, dont les garnisons et les conscrits prennent tout de même au minimum un demi-mouvement pour se reformer. Même si la règle d'armée dit le contraire, une unité inférieure prend quand même au minimum un demi-mouvement pour se changer de formation. Quand vous faites un changement de formation, vous prenez le socle leader, donc par exemple lui, vous le déplacez à l'endroit sur lequel vous voulez vous déplacer, et puis vous changez la formation. Et ensuite, vous réarrangez les socles derrière lui ou autour de lui, et ce, même s'il y a un des socles qui a fait plus de mouvements qu'il n'aurait le droit. C'est une des exceptions à ce cas de figure. La cavalerie qui change d'un rang à deux rangs est comptée comme un changement de formation, bien sûr, mais comme je vous ai dit, ça compte pour une ligne. Vous avez également, au niveau des mouvements, vous pouvez soit faire tout droit, avec des roues éventuelles, sans d'autre malus que celui de compter la distance en prenant en compte le socle le plus éloigné, puisque aucun socle ne peut faire plus de mouvements qu'il n'est autorisé, sauf le cas de figure de la reformation dont je viens de parler. En sachant également que si dans une unité donnée, vous faites une réorientation qui vous permet de faire un mouvement hors de votre arc frontal initial, vous aurez une pénalité. Alors les Prussiens n'en ont pas, une fois de plus, donc eux ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire des quarts de tour sans aucun problème. Pour les Autrichiens, ce sera un demi-mouvement, si je me souviens bien, je vais vérifier. Mouvement sur le flanc ou sur l'arrière, déduire un quart de mouvement. Donc eux ils déduisent un quart de leur mouvement. Donc comme ils ont un mouvement de 20 cm en ligne, par exemple, les Autrichiens ils déduiraient 5 cm pour pouvoir effectuer un mouvement qui les amènerait hors de leur arc frontal. Ça compte également pour le mouvement en arrière, du coup, c'est-à-dire que les Prussiens sont aussi rapides en mouvement en arrière qu'en mouvement en avant. L'infanterie légère ne déduit jamais aucun malus de mouvement, donc mes Grenzer, là par exemple autrichiens, eh bien eux ils se déplaceraient dans n'importe quelle direction sans aucun malus. Toujours en conservant à l'esprit qu'un socle ne peut pas, en théorie sauf reformation, faire plus de mouvements qu'il n'y est autorisé. Donc vous mesurez à partir du point le plus éloigné pour être sûr. Il n'y a pas de règle de proximité dans ce jeu, comme à Black Powder. Par contre, il y a une petite subtilité dans les règles de mouvement qui dit que vous ne pouvez pas effectuer de mouvement ou de roue de plus de 45 degrés, donc vous ne pouvez pas faire ces fameux mouvements hors de votre arc frontal, lorsque vous êtes à 20 cm de l'ennemi, ce qui évite donc du coup les mouvements un peu irréalistes, alors qu'il y a une ligne de feu juste devant vous. Voilà. Donc ça, c'est pour les mouvements. Dans notre cas de figure, nous sommes à un mouvement... Ah oui, si vous faites un changement de formation, si vous prévoyez un changement de formation, par exemple de colonne à ligne, vous n'utilisez pas le mouvement de la colonne, vous utilisez le mouvement de la ligne, si vous souhaitez passer en ligne. De même, si vous voulez passer de ligne à colonne, c'est pareil, vous utilisez le mouvement de la ligne, vous utilisez le plus défavorable des deux.
Euh, Dans notre cas de figure, on va donc déplacer nos unités, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de complexité particulière. Alors, je vais juste déplacer un petit peu mon unité là. Je vais commencer par celle-ci. Et on va donc faire 20 cm vers l'avant. Déplacer ce bloc. Ça y est, j'ai déjà cassé une épée. Ça commence bien. Et là, on va mettre celui-là là. On va faire 10 comme ça. Bon, je prends des libertés avec le village, mais j'avais pas assez d'espace. On va dire que j'avais suffisamment d'espace, parce que sinon ça va devenir compliqué. Et voilà. Et maintenant, je souhaite que cette unité-là occupe le village. Je vais faire un topo sur les zones défendables, on va dire. Build-up area en anglais. Les villages sont traités comme une zone globale. Ce qui, je pense, est la meilleure façon de les traiter. Valor and Fortitude fait ça aussi, et c'est très bien, c'est beaucoup plus simple. Le traiter au bâtiment comme fait Black Powder, ça devient vite cauchemardesque parce que les bâtiments ont tellement d'avantages que il est très facile en usant et en abusant des défenses de village de foutre, d'empiler des régiments dans chaque maison et de les rendre inexpugnables. Enfin, moi personnellement, j'aime pas du tout les règles de bâtiment de Black Powder, ça c'est clair. Il vaut mieux le traiter en zone. Donc je le fais déjà en house rule désormais sur mes parties de Black Powder. Valor and Fortitude le fait, Honors of War le fait également, et c'est très bien. Donc, en gros, vous prenez une zone de plusieurs bâtiments, un corps de ferme jusqu'à 3-4, etc. Bon, bref. D'une taille un peu pas trop encombrante. Là, il est déjà même un peu grand, mais c'est pas grave. Et si vous voulez faire modéliser des gros villages, ben, vous pouvez juste créer un autre socle avec une autre zone et les rapprocher. Et donc dans ce cas-là, ça donnera une zone, chaque zone sera accessible différemment en fonction des événements de la bataille. Ici, en l'occurrence, je veux rentrer dans cette zone. Pour rentrer dans cette zone, la règle c'est que vous devez consommer un demi-mouvement en étant au contact de celle-ci. Donc j'étais au contact de la zone grâce à la zone de déploiement. Donc je décide de rentrer dans la zone. Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 unités dans une zone dans une zone à défendre. Zone défendable, je vais l'appeler zone défendable parce que build-up area, je ne sais pas trop comment le traduire. Donc une zone défendable. Si vous n'avez qu'une unité dans la zone, elle est considérée comme défendant les 4 côtés de la zone. Si vous avez 2 unités dans la zone, vous êtes obligé de répartir les unités. Donc par exemple, vous allez dire l'unité A va défendre ce coin, et l'unité B va défendre ce coin et ce coin. Le mieux, c'est de le modéliser en essayant de mettre des socles de l'unité aux endroits qui permettront de visualiser rapidement qui est qui. Pourquoi? Parce que lorsque vous attaquez les zones défendables, vous pouvez attaquer un côté, et si vous attaquez un côté particulier, bah vous attaquez l'unité qui défend ce côté. De même, si vous tirez sur ce côté, bah vous tirez sur l'unité qui défend ce côté, etc. etc. Dans notre cas de figure, donc la zone de déploiement, ça coûte donc un demi-mouvement pour occuper celle-ci. Sachant que, également, si les zones défendables sont traversées par une route, vous pouvez également vous contenter de la traverser, avec notamment une colonne de marche. Mais là, ce qu'on veut, c'est la mettre en garnison, donc défendre. Donc là, ce que je veux, c'est bien répartir mon unité dans la zone pour défendre. Je vais donc installer mes soldats, de façon à montrer qu'ils sont un peu partout et qui défendent ce village. Enfin, il me reste l'artillerie qui est ici. L'artillerie a un mouvement lorsqu'elle est attelée de 20 cm, 25 quand ils sont sur la route. Là, elle n'est pas sur la route. Donc 20 cm, elle se déplace à la même vitesse que les piétons. Une fois que toutes les unités d'une brigade ont bougé, vous pouvez déplacer le général de brigade, ce qui vous permet donc de vous assurer que la brigade sera sous commandement autant que faire se peut lors du tour suivant.
évidemment, nous allons déplacer notre ami ici. Je retire le marqueur pour montrer que cette brigade a joué. Et c'est désormais aux Autrichiens de désigner une brigade et de la faire se déplacer. Ok, c'est donc aux Autrichiens d'activer une brigade. Je décide d'activer celle-ci, celle du premier rang. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette unité-là, on va essayer de la placer ici pour garder ce flanc-là, au cas où la bataille de cavalerie ne se passe pas en ma faveur. Essayez ensuite de déployer les unités restantes. Ce sera un peu compliqué. Non, on va essayer de mettre cette unité en colonne, changement de formation, la placer par là. Ces deux-là, essayez de les mettre en ligne là, histoire de former une ligne ici, de sorte à ce que ces canons-là ensuite puissent passer là, et cette brigade-là se déplacer là. Voilà, sur le principe. Donc on va commencer avec eux, on a droit à un mouvement, donc on va commencer déjà par cette unité-là. Donc je vais effectuer là. Cette unité, on va la faire par là. Cette unité va effectuer un changement de formation, il lui restera donc le quart de son mouvement, le quart d'une ligne. Donc 15, ça me fera aller là. Ça me dérange cependant de bloquer la ligne de vue de mes canons, donc je vais simplement avancer comme ça. Voilà. Ensuite, les canons font aussi partie de cette brigade. Alors les canons peuvent être poussés à bras. Évidemment, s'ils ont été poussés, ils ont un malus pour le tir en mouvement. On verra le tir tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est les déplacer légèrement. Donc je vais quand même les pousser à bras. Donc pour pousser à bras un canon, la feuille de référence sera plus simple. Donc un canon poussé à bras, donc ce sont des canons moyens. Canon moyen poussé à bras, 3 cm. Et 2 cm s'ils vont au-delà de leur zone. Alors c'est pas ce qu'on leur demande. On va faire 3 cm. Voilà. Juste les avancer un peu. Et enfin, la brigade, c'est terminé. Donc cette brigade a joué. C'est nouveau du côté prussien. Je décide de déplacer la brigade qui se trouve au fond. Donc là aussi, on va tâcher d'avancer. La colonne de marche avance à 25, hein, évidemment, puisqu'elle est plus rapide. Et du coup, ça prend également moins de place pour les déplacer. Les deux canons font également partie de la zone. Ces canons-là, il y a deux canons standards. Donc pareil, 3 cm pour les bouger. Alors là, éventuellement, il peut être intéressant de vérifier la portée des unités. Donc un canon standard, la portée de mitraille c'est 40 cm, c'est beaucoup, hein.
Comparé à de Black Powder où c'est 6 cm, enfin où c'est 6 pouces je crois. C'est beaucoup. Hein. De 40 à 80 c'est la portée effective et de 80 à 120 c'est la longue portée. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement passer en mitraille? Je ne pense pas. 40 cm c'est encore un peu loin. Et nous sommes a priori, si j'ai bien compris, déjà dans la zone moyenne. 40-80, donc aucun intérêt de déplacer les canons puisque ici j'ai pas besoin de faire de place. Donc c'est fait. Je vais déplacer mon général de brigade ici. D'ailleurs je vais le faire pour l'Autrichien. Je vais le mettre ici. Les Prussiens ont joué leur deuxième brigade autour des Autrichiens. Donc je vais déplacer ma cavalerie de hussards. Et je crois que je vais les faire repasser par ici. Donc ce que je peux éventuellement faire, une cavalerie se déplace à 30 cm ou 40 en colonne de marche. Bon, 30 cm, ça me fera aller là. Je décide donc là aussi de passer ma cavalerie en colonne. Comme ceci. Ce qui me coûte un quart du mouvement. C'est pouces les votes, je pense. Donc là, je suppose que ça arrondit à l'inférieur, au supérieur. Donc ça me coûte 8. Il va me rester donc 22 cm. Et on va aller se placer là derrière. Comme ceci. Que mes Grenzer ici ne bougent pas, on va essayer de gagner du temps. Donc cette unité a bougé. On retourne côté prussien, il reste la cavalerie ou les hussards. Donc on va faire les hussards. Les hussards, le problème c'est qu'il faut mieux qu'ils participent à la bataille de cavalerie, parce que s'ils s'enfuient, ça ne va pas le faire. La brigade de cavalerie ne bouge pas, donc on va simplement se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Côté autrichien, on va déplacer la cavalerie, tiens. Donc la cavalerie, elle aussi, peut se déplacer. Ah non, c'est les hussards, pardon. La cavalerie a droit à 2 mouvements. Ah oui, donc il ne faut pas que j'avance autant. Parce que du coup, je risque de me faire charger. Par contre, avec 60, de toute façon, ils peuvent charger les Autrichiens avec 60. Comment on va faire ça? Donc du coup, ça c'est un peu inattendu. Bon écoutez, histoire qu'on voit un combat de cavalerie déjà, on va faire charger. Donc, je vais faire charger mes 2 packs de cuirassiers contre les hussards et les cavaliers derrière. Je vais également faire venir les dragons en soutien. Donc lorsque vous déclarez une charge, vous pouvez emmener des unités en soutien avec. Pour ce qui est des règles de charge, on va regarder. Oui, donc après réflexion, je vais d'abord déplacer mon unité de hussards ici. Pourquoi? Parce que les dragons qui sont derrière, si je déclare d'abord la charge avec les cuirassiers et les dragons en soutien, cette unité-ci va bloquer celle-là va devoir interpénétrer, ça lui coûtera la moitié du mouvement. Tandis que si je l'avance un petit peu, ça peut se faire sans. Évidemment, le risque dans tout ça, c'est que si le Prussien il décide d'activer sa brigade là, brigade qui a obtenu un mauvais résultat, le résultat pour, et ben, le risque c'est que ça recule pour éviter la charge. Mais bon. Pour le coup, j'ai quand même bien envie de tenter un combat de cavalerie. Donc, on va le faire. Donc je vais d'abord déplacer les hussards ici.
l'unité du hussard ici a bougé. Côté prussien, il reste la cavalerie. Donc évidemment, si je joue tactique, je recule. Si je joue régulier, on va dire, enfin si je joue démo, on va dire, je me prépare à la charge. Alors ce que je peux éventuellement faire, ouais, mais du coup ça va me coûter également un bout de mouvement d'interpénétrer mon unité. Ça va passer là. Ouais, je vais simplement avancer mes cuirassiers. Je vais mettre cette unité. Là. On a cette unité comme ceci. Voilà. Et on se prépare à y aller. Je déplace le brigadier. Voilà. Les Prussiens ont joué toute leur brigade. Il reste une brigade autrichienne là-bas au fond. Celle-ci. Donc ce qu'on va faire avec eux, on va suivre le plan tel qu'il était prévu, à savoir déplacer une ligne ici. Cette unité-ci, déjà je vais déplacer les canons. Ceux-là, ce sont des canons légers. Canon léger. Ah non, il n'y a pas de mouvement différent. C'est uniquement lorsqu'on pousse à bras. Donc du coup, on va les avancer ici et ici. Cette unité-là, on l'avance autant que possible. Alors l'intérêt de la colonne de marche, effectivement, c'est de pouvoir se déplacer rapidement dans tout ce boxon. Je vais les passer en colonne. Et on va les déplacer jusque là. Voilà. On dépasse le brigadier. Et maintenant, il me reste donc la cavalerie là, qui va du coup faire sa charge. Donc je vais faire charger cette unité déjà contre celle-ci. Alors ce qui se passe, lorsque vous avez une cavalerie qui se fait charger, vous avez la réaction contre-charge. Ouais, je vais peut-être juste revenir à notre histoire de charge. Alors, évidemment, la contre-charge a des conditions. On ne peut contre-charger qu'une unité qu'on serait capable de charger dans l'absolu. C'est le cas ici. Et la cavalerie contre-charge automatiquement, à moins que l'adversaire ait besoin de moins d'un demi-mouvement pour l'atteindre. Auquel cas, il est trop près. Et dans ce cas-là, vous devrez obtenir un 4+, pour pouvoir réussir la contre-charge. Les unités supérieures ont +1 à ce jet, si vous avez besoin de le faire. Les unités inférieures, -1. L'unité peut contre-charger même si elle a déjà bougé ce tour-ci, ça c'est important. Les contre-charges sont faites immédiatement, quel que soit l'ordre de mouvement et d'initiative, et les unités en contre-charge se rencontrent à mi-distance. Donc ce sera ici.
Lorsque vous effectuez une contre-charge, un maximum de 2 unités de la même brigade peut être emmené pour servir de support. Ces unités seront alors uniquement des supports. Hein. Et donc ça c'est pour la contre-charge. Maintenant pour la charge elle-même, puisque c'est vrai que j'ai pas parlé des règles de charge basiques. Donc pour les règles de charge basiques, donc c'est simplement un mouvement normal, hein, vous n'avez pas besoin de l'annoncer avant, c'est un mouvement qui vous met en contact de l'ennemi. Il n'y a pas besoin de réussir de test, hein, ni de faire des annonces comme dit. Évidemment, vous êtes affecté par le mouvement, le cas échéant. Hein. On verra, là il n'y en a pas, mais dès qu'on touchera du terrain, on regardera les différentes règles de terrain. Il n'est pas possible de charger à travers les amis. Donc ça, par contre, on peut le faire à Black Powder, on ne peut pas le faire ici. Sauf si vous avez obtenu 2 mouvements. Dans ce cas-là, si le premier mouvement peut vous permettre de traverser, vous pouvez utiliser le deuxième pour charger. Voilà, important. Vous pouvez faire, comme la charge est un mouvement comme un autre, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez, comme je l'ai fait ici, déplacer une unité précédemment pour laisser la place, etc., etc. Les colonnes de marche n'ont pas le droit de charger, c'est logique, sauf si elles sont chargées par des unités ennemies. Quoi. L'infanterie ne peut pas déclarer de charge contre la cavalerie. Et l'infanterie légère ne peut pas charger les unités formées. Donc ils ne peuvent pas charger la cavalerie de toute façon. Ils ne peuvent pas non plus charger les unités formées de front. Par contre, ils peuvent les attaquer de flanc. Ils peuvent les attaquer si elles sont en colonne. Ou sinon, elles peuvent attaquer les autres unités d'infanterie légère. La cavalerie ne peut pas charger les villages et les zones défendables, c'est logique. L'artillerie ne charge jamais. Ensuite, au niveau du choix des troupes, si vous avez des ennemis à 20 cm ou moins, ben vous devez charger le plus proche, le plus directement possible. À moins que vous ayez une différence de distance de charge de 5 cm ou moins. Dans ce cas-là, vous êtes dans une zone qui vous permet de choisir. La charge ne peut amener qu'un seul ennemi par secteur. Donc j'ai dit une bêtise avant, hein. En fait c'est bien des 1-1, vous n'avez droit qu'à une unité par secteur. Donc une de front, plus une de flanc, plus une de l'autre flanc, plus une de l'arrière, éventuellement 4 maximum. Les unités doivent donc être centrées l'une vers l'autre une fois le contact effectué. Et ce centrage ne coûte pas de distance supplémentaire. Vous ne pouvez pas donc charger à 2 contre 1, par contre vous pouvez dans certains cas être obligé de charger à 1 contre 2, donc si vous avez des ennemis qui sont trop rapprochés. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'espace suffisant pour vous consacrer à un des deux adversaires, dans ce cas-là vous pouvez terminer avec une mêlée qui est effectuée contre les 2 unités. C'est le seul cas de figure où vous pouvez avoir un multiple sur un même front. J'avais encore quelque chose à dire, normalement. Ah oui, au minimum également, pour qu'une charge soit valide, il faut que la moitié du front de l'unité soit au contact. Au cas où. Voilà, donc ça c'était les règles de charge. Donc nous allons déplacer les unités à mi-distance. Donc on va effectuer une charge contre les 2 régiments de cuirassiers là. Les cuirassiers déclarent une contre-charge, puisqu'ils sont suffisamment loin de l'ennemi pour qu'ils aient le temps de faire la contre-charge. Et ils décident d'emmener une unité amie avec eux. Les Autrichiens vont emmener les dragons. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent emmener les hussards? Je vais vérifier. Non, uniquement les unités de la même brigade, donc je ne peux pas emmener les hussards. Ok. Donc, par contre, les dragons sont de la même brigade qu'eux, donc c'est bon. Donc là,
Et à 16, on se retrouve à 8. On arrive là. Donc les dragons ne vont pas avoir le choix, ils vont aller ici, puisqu'on ne peut pas traverser les amis. Encore que, si, il pourrait. Si, il pourrait. Maintenant, on va regarder les soutiens. Parce que comme à Black Powder, vous avez dans le jeu des possibilités d'avoir des soutiens en mêlée. Les soutiens en mêlée apportent des bonus au jet de mêlée. Pour ce qui est des soutiens dans ce cas de figure, je vais juste retrouver le paragraphe consacré au soutien. Donc, les unités qui se trouvent à 5 cm ou moins d'une unité amie, pas forcément de la même brigade pour le coup, ou à 5 cm ou moins d'une unité ennemie qui est en combat avec des amis. Donc là, il y a une deuxième possibilité qui est intéressante par rapport à Black Powder. Black Powder, c'est uniquement des unités amies. Et que cette unité qui veut soutenir n'est pas elle-même engagée en mêlée, évidemment, peut effectuer un soutien. Ajoutez alors 1 au jet de dés de l'unité amie qui est soutenue, jusqu'à un maximum de 2. Donc là, par contre, à Black Powder, le soutien c'est 3. Ici, c'est limité à 2. Une unité, par contre, peut offrir un support au maximum 2 unités amies. Ça voudrait dire que si je place mes dragons ici, je pourrais donner un bonus de 1 à eux et à eux en même temps, puisque j'ai maximum, je peux soutenir 2 unités. En plus du fait que ceux-là donneront également un bonus en plus 1, donc ceux-là, ils seront full bonus. Donc là, c'est très intéressant. Du coup, je vais placer mes dragons à l'arrière. Ici. De façon à ce que toutes les unités aient un maximum de bonus. Je rapproche le général. Voilà, donc la cavalerie autrichienne a bougé. Nous avons bougé toutes les unités. Nous allons pouvoir passer à la phase de tir. Alors, techniquement, il me restait les Grenzer à bouger, mais je décide de ne pas les bouger du tout. Puisque là, mon but, c'est pas de hâter la mêlée au fond, là-bas, parce que... comment dire ? C'est un peu compliqué. Je suis en infériorité, ça tire mieux que moi, donc je préfère que mes Grenzer restent où ils sont. Voilà, donc je déclare que ma brigade s'active mais qu'elle ne bouge pas. Voilà. Quatrième phase du tour, déterminer l'initiative pour le tir, puisqu'il y a également une initiative en termes de tir, puisqu'il est alterné également brigade par brigade. Donc, dans notre cas, les Prussiens ont toujours plus 1, et les Autrichiens ont aucun modificateur. Donc, au jet de dés. Ah, bah là, pour le coup, les Autrichiens prennent totalement l'initiative, puisqu'ils sont à 5 contre 1 plus 1, 2 pour les Prussiens. On commence donc par les Autrichiens. Donc là, à cette distance, je ne pense pas avoir de cible, sauf pour mon artillerie. Pour ce qui est du tir, nous avons une portée de 30 cm maximum pour les mousquets, donc là, j'aurai pas de cible, très clairement. En sachant que ici, contrairement à Black Powder, le tir de mousquet, ah si, il a une courte et une longue portée, mais vous avez juste un malus pour la longue portée, pas un bonus pour la courte comme à Black Powder. Donc ici, la courte portée, c'est jusqu'à 10 cm. Donc pas de mousquet a priori. La médium artillerie, donc on avait dit 0 à 40 pour la mitraille, c'est pas le cas. Par contre, au boulet, on peut tirer à 40-80, donc a priori, on peut éventuellement faire du dégât. Là, le choix des cibles va être intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce jeu, l'artillerie gère les rebonds des boulets. Ce qui veut dire que même si votre boulet contre votre cible initiale rate, s'il y a une unité ennemie
d'ailleurs toutes les unités ennemies qui sont derrière une ligne droite à partir du centre de l'unité visée. Donc si par exemple il y avait un boulet qui shoot cette unité, toutes les unités qui sont là derrière sont susceptibles de reprendre un tir derrière. Donc ça c'est géré, c'est géré comme le rebond un peu à Battle, si vous vous souvenez, avec le grand canon, pour ceux qui connaissent. Par contre la règle est un peu différente. Ici le tir nécessite un 3+, pour rebondir à l'arrière. Dans le cas où ça tombe dans un terrain dégagé ou un terrain dégagé quoi. Si par contre si vous jouez la règle de la météo, puisqu'en règle optionnelle on a la météo aussi qui peut être gérée, si vous avez du mauvais temps, ou si vous avez des obstacles ou du terrain difficile sur lequel le rebond se fait, le rebond ne se fera que sur un 5+. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que je tire sur cette unité-là pour me permettre éventuellement de shooter l'autre unité derrière? Ça peut être intéressant. Par contre, je crois qu'il y a un de mes canons qui risque d'avoir un problème. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de bombarder cette unité-là. D'une part, c'est des grenadiers, donc c'est dangereux. D'autre part, ils sont encore en colonne de marche, ce qui me donnera un bonus pour les toucher. Enfin, un bonus sur mon jet de tir. Donc je pense que je vais plutôt utiliser mes 2 canons pour taper fortement sur cette unité-là. Et essayer de l'affaiblir en un temps. Voilà. Alors allons-y. Donc comment fonctionne un tir? Alors, ça fait peur au début, parce que quand j'ai vu le tableau, que voici, je vais le mettre en vignette. Quand j'ai vu ce tableau, je me suis dit, oula, ça a l'air grave compliqué. Mais en fait, ça va, parce que la plupart du temps, on les apprend vite, au fur et à mesure, les modificateurs, et puis c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Et surtout, ce qui est bien, c'est que toute la procédure repose sur la même gymnastique. +1, -1, ou +2, -2, très épisodiquement. Mais c'est tout. Il n'y a pas de... Un coup, vous divisez les dés, un coup, vous enlevez un dé, un coup, vous faites -1, un coup, il y a une sauvegarde, etc. C'est pas ce genre de système-là où vous avez des bonus différenciés. Là, c'est vraiment... Toute la gymnastique n'est que reprendre la liste de bonus et de malus, vérifier si ça applique, et au bout d'un moment, on les balaye très très vite parce qu'on sait très bien lesquels s'appliquent ou ne s'appliquent pas au fur et à mesure. Et sur le principe, c'est assez rapide. Donc là, dans le cas de mes canons, on a une table qui est divisée en 3. Le premier, ce sont les modificateurs de tir génériques qui s'appliquent à toutes les unités de tir. Le deuxième, ce sont ceux qui s'appliquent spécifiquement à l'artillerie. Et le troisième, ce sont les modificateurs de mêlée. Ça veut dire que cette table gère la mêlée et le tir. Tout est pareil. Il n'y a rien à faire de plus qu'à suivre les règles de cette table et à lancer un dé que vous ajoutez et vous retranchez les bonus et malus obtenus. Une fois que c'est fait, vous vous référez à une table, un peu à l'ancienne comme la table de blessure et la table de toucher de battle. C'est une vieille mécanique, mais il faut admettre que c'est plutôt pas mal, on verra tout à l'heure. Et surtout, ça évite les cas extrêmes que ne permettent souvent pas les jeux où on peut empiler les bonus sans vergogne. Donc là, dans le cas de nos canons, on va les balayer les uns après les autres. Est-ce que le tireur a bougé? Oui, je l'ai poussé à bras. Est-ce que je tire à longue portée? Non, je suis à moyenne portée, on l'a vérifié avant. Est-ce que j'ai déjà 3 blessures? Si votre unité, à partir du moment où une unité de chez vous a subi 3 blessures, elle a automatiquement un -1 pour tirer et pour se battre. Elle est suffisamment affaiblie, elle est ébranlée si on veut reprendre l'analogie avec Black Powder. Difficult target, c'est pas il ne s'agit pas d'un difficult target, enfin d'une cible difficile. Cible difficile, typiquement, c'est les tirailleurs et l'infanterie légère qui sont des cibles difficiles, mais également les unités qui sont partiellement masquées par du terrain ou par des figurines amies, ou qui sont partiellement, plus de la moitié en dehors de l'arc de tir d'une unité. Dans ces 3 cas de figure-là, il y a le malus de cible difficile.
Ensuite, est-ce qu'il y a du couvert? Alors le couvert léger, c'est les bois, les clôtures, les, les haies, ce genre de choses. Le couvert lourd, ce sont les retranchements et les villages. Voilà. Et encore, si votre village est un village à base de maisons de bois, l'auteur dit que vous pouvez le considérer comme un couvert léger. Voilà. Ici, il n'y a pas de couvert, ils sont en plein air, il n'y a aucun problème. Est-ce que la cible est de classe supérieure? Oui, ce sont des grenadiers, donc ça me fait un malus de -1. Parce que les grenadiers sont plus difficiles à shooter. Est-ce que la cible est inférieure? Dans ce cas-là, c'est plus facile de leur faire des dégâts parce que la panique va se répandre. Voilà. C'est pas un inférieur, on l'a vu. Est-ce qu'il s'agit d'un tir de flanc ou de l'arrière? Non. On les tire de face. Est-ce qu'on tire depuis une zone défendable? Donc ça veut dire que toutes les unités qui tirent depuis un village ont automatiquement -1. Pour représenter le fait que les unités tirent de façon dispersée. Donc moins efficace. Est-ce que l'unité du tireur est petite ou est-ce qu'elle est à l'inverse grande? Bon, ici on ne joue qu'avec des unités standards, mais si vous jouez avec les unités petites et grandes, vous aurez éventuellement un bonus ou un malus supplémentaire qui représente en gros le manque ou le surcroît de troupes pour tirer. Voilà, donc on a bougé et unité supérieure. Ça fait donc -2 déjà. Maintenant, modificateurs supplémentaires qui sont, eux, affectés uniquement à l'artillerie. Est-ce qu'il s'agit d'un tir en mitraille? Non. Parce qu'on voit, si c'est en mitraille, ça touche beaucoup plus facilement. On est à +2. Est-ce qu'on tire sur la tête d'une colonne de marche? Oui. Donc ça me donne un bonus. Vous avez vu la colonne de marche, donc c'est plus facile à toucher également. Est-ce qu'on tire sur une unité de cavalerie en 2 rangs? Non, c'est pas le cas ici, mais donc vous le voyez, l'unité en cavalerie à 2 rangs est plus facile à toucher. Est-ce que notre unité est un canon lourd qui tire sur un retranchement ou sur une zone? Non. Est-ce que c'est un mortier? Non, non. Ok, donc c'est tout. Donc on a 2 malus de -1, un malus de +1, ça fait un malus de -1 au final. Je vais donc lancer un D6 et ajouter donc -1. Et ensuite, on se référera à la table. J'ai 2 canons, je prends donc 2 dés. J'ai fait un très bon score, j'ai fait un 6 et un 5. Ce qui me passe donc à 5 et 4 avec le modificateur négatif. Une fois qu'on a fait le jet pour toucher, toujours dans l'analogie Battle Old School, on va à une seconde table, qui n'est pas une table pour blesser, c'est carrément une table de dégâts. Donc là, vous cherchez sur cette table le type et la qualité de votre unité. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Mais d'un autre côté, c'est à cet endroit-là, en fait, plutôt que d'écrire des caractéristiques distinctes pour chaque unité et des règles spéciales, en gros, ça va se retrouver ici dans la table. C'est-à-dire que si votre unité elle est supérieure, ben, vous irez sur la ligne correspondante et elle aura plus de facilité à mettre des blessures. Là, dans notre cas, nous avons 2 standards artillerie. Donc on lit la ligne standard artillerie. On a un 4, ça fait une blessure, et un 5, ça fait 2 blessures. Donc l'unité vient de prendre 3 blessures d'un coup. Elle est donc d'office déjà affaiblie. Une fois que le nombre de blessures est indiqué, vous avez une table de réaction aux blessures, qui est la même pour le tir et pour le corps à corps. Cette table dit que si vous avez 2 blessures ou moins sur votre unité, sachant que les blessures sont cumulatives, évidemment, vous gardez vos blessures d'un tour à l'autre, comme à Black Powder, et elles se cumulent. Si vous êtes à 2, vous continuez normalement. Si vous êtes à 3, vous continuez normalement, mais vous prenez, comme je vous l'ai dit, -1 modificateur en tir et en mêlée. Donc là, du coup, les grenadiers sont affaiblis. Si vous êtes à 4 blessures, il y a une perte de morale qui entraîne la retraite d'au moins un mouvement ou jusqu'à 2 mouvements, si ce n'est pas possible. Et vous fera perdre un tour pour rallier l'unité. Et enfin, si vous obtenez 5 ou plus, l'unité est en déroute. Alors, lorsque ça arrivera, normalement, les unités sont laissées sur place, puisqu'elles peuvent toujours bloquer des lignes de vue, éventuellement. Si on est dans le cadre d'une phase de tir alterné, les unités restent en place. Donc, alors que si par exemple vous êtes sur 2 lignes, la première ligne saute, la deuxième pourrait tirer. Si vous retirez la perte tout de suite, ici, c'est bien précisé, vous le faites à la fin de la phase. Donc, ça veut dire que votre deuxième ligne ne pourra pas tirer, même si la première est en déroute, parce que l'unité ne sera retirée qu'à la fin de la phase.
Ici donc, si on a les 5, on attend la fin de la phase et on enlève l'unité, elle est retirée de la table. Et du coup, vous perdez un point, enfin vous mettez un point sur votre jauge de morale. La jauge de morale, c'est le seuil de déroute. Lorsque vous dépassez votre seuil de déroute, votre armée a perdu. Si vous le perdez tous les deux en même temps lors du même tour, ce sera une égalité. Là, dans notre cas, nous allons donc mettre un pion, 3 blessures sur les grenadiers prussiens. Voilà. Cette brigade a tiré, c'est au tour des Prussiens de faire tirer une de leurs brigades. Côté prussien, ça va être la même chose, sauf que là, les cibles, on va faire différemment. Mes 2 canons vont tirer sur cette unité-là. Pourquoi? Parce que si je tire sur cette unité, derrière, je peux toucher cette unité-ci et cette unité-là avec les rebonds. Donc ça peut être très intéressant. Donc je vais le faire. En plus, ils sont en terrain dégagé. Le rebond sera sur 3+. Donc j'ai tout intérêt à le faire. Sachez que le rebond peut être tenté même si le tir initial ne donne rien. Donc pareil, même gymnastique. Est-ce que mes canons ont bougé? Non, cette fois-ci, nous n'avons pas bougé. Est-ce qu'on tire à longue portée? Non plus. Est-ce qu'on a 3 blessures? Non. Est-ce qu'on tire sur une cible difficile? Non. Est-ce que la cible est à couvert, lourd, léger? Non. Est-ce qu'elle est supérieure? Non, ce sont des infanteries... Alors, le rebond fera un tir à part. Hein. Donc voilà, donc si derrière il y a une unité supérieure, il y aura les malus qui vont avec, etc. Ou inférieur, les bonus qui vont avec. Est-ce qu'on tire de flanc? Non. Est-ce qu'on tire sur une colonne? Non. Est-ce que l'unité qui tire est petite ou non? Est-ce qu'on est en mitraille? Ben non. Est-ce qu'on tire sur une colonne de marche? Non. Est-ce qu'on tire sur une cavale de pneus? Non. Est-ce qu'on tire avec des heavy guns ou avec des howitzer? Non. Donc, on n'a aucun malus. C'est vanilla. Je fais donc tirer mes 2 canons déjà pour cette unité-ci. Allez, c'est parti. J'ai fait un 6 et un 4. Je reprends mon tableau. Standard artillerie. Un 6, ça cause 2 blessures. Un 4, ça cause 1 blessure. Donc ça fait déjà 3 blessures pour cette unité-là. Je prends le compteur. Et maintenant, on va voir si on a un rebond. Allez, un rebond. 3+, c'est bon. Ça rebondit. Passons à cette unité-ci. Donc c'est pareil, on reprend le tableau. Vérifions où ça en est en termes de distance. Bon, de toute façon, ce sera moyenne portée pour les deux, puisque 80, c'est les deux y sont, donc ça ne va pas changer. A priori, le G est le même. Voilà. Donc ce sera pareil. Alors 2 et 1 pour la première unité. 2 pour une standard artillerie, ça donne rien. Et 1, ça ne donne rien. Du coup, on va lancer pour la dernière unité. 3+ pour... Non, il n'y aura pas de rebond. Bon, alors la première unité a beaucoup pris. Par contre, le rebond n'a pas donné grand-chose sur les 2 autres derrière. Voilà. Le tir est fait des 2 côtés. On va pouvoir passer à la phase de mêlée. On va commencer par... peu importe le combat, on peut le faire dans le sens où l'on veut. Je précise par contre que la phase de mêlée, elle, est simultanée, évidemment. Les deux adversaires frappent à pleine puissance en même temps. Donc il n'y a pas d'initiative qui est tirée pour la phase de mêlée. Donc pour ce qui est de la mêlée, on va dire de façon générale, ça fonctionne exactement pareil que pour le tir. Sauf que vous utiliserez la 3e section de la table, à savoir celle des bonus de mêlée.
tout est pareil, c'est-à-dire vous lancez un dé et vous appliquez simplement les modificateurs avant de vous reporter à la table. Euh, la... Ah oui, un point que j'ai oublié de signaler, il peut arriver que vous ayez tellement de malus que vous êtes quasiment garanti de faire 0 ou pas loin. Il y a cependant une règle qui dit qu'un jet non modifié de 5 sur le dé causera au minimum une blessure. Bon là, dans le cas de nos canons, c'est pas arrivé, enfin on n'en a pas eu besoin. Mais sachez que si on obtient au moins 5, on mettra au moins une blessure, ça c'est important. Ça évite les jets, les jets impossibles. Donc, comme dit, les probabilités sont bien cadrées dans ce jeu-là. Hein. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc on va commencer par cette unité-là, par exemple. Ou peut-être non, on va peut-être commencer par celle-ci, celle qui est full bonus, ce sera peut-être mieux. Parce qu'il y a éventuellement des poursuites, donc on va peut-être commencer par celui qui a le plus de chance côté autrichien. Alors, autre petite subtilité, effectivement, que j'ai oublié de mentionner pour les mêlées. Les mêlées ont automatiquement un dénouement. Je m'explique. À Black Powder, il peut arriver qu'il y ait une égalité et que les unités restent engagées en mêlée. Ici, c'est pas possible. La petite subtilité, c'est qu'en fait, si une personne me prend suffisamment de blessures pour devoir replier ou être détruit, donc si vous n'obtenez pas au moins, si un des deux adversaires n'obtient pas au minimum 4 en blessure, eh ben on rejoue des tours de mêlée jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche, ou les deux. Donc voilà, alors on va commencer par ceux-là. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est que je n'ai pas vu de qui choisit l'ordre des combats. Ou est-ce qu'il y aurait un ordre imposé? Je ne sais pas, donc c'est bizarre. On va le faire dans ce sens-là. Donc on va commencer là. On va calculer déjà les modificateurs. Dans notre cas, il y a également un bonus spécial pour les cavaleries qui ne peut être obtenu que dans certaines circonstances. Donc déjà, ils le perdent s'ils chargent une infanterie en ligne qui n'a pas au moins 3 blessures, pour représenter le fait que c'était très compliqué pour la cavalerie de charger des lignes de feu qui sont en pleine cohésion. Donc 3 blessures, en gros, c'est l'équivalent de ébranlé à Black Powder. Donc quand l'unité affaiblit, vous pouvez avoir le bonus. Voilà. Vous perdez également le bonus si vous chargez une colline depuis en bas, ou une défense comme des murs, des clôtures, etc. Ou si vous chargez à travers des bois ou du terrain difficile. Les cavaleries de qualité inférieure ne peuvent jamais avoir ce bonus. Les cavaleries qui chargent ou contre-chargent cavalerie qui charge ou contre-charge. Ah oui, et dont la contre-charge ne représente pas plus d'un quart ou moins de leur mouvement normal, ne reçoivent pas le bonus de charge, puisqu'ils n'ont pas assez d'élan. Bon, ce genre de règles, j'avoue que ça complique juste inutilement. Il y a certains cas de figure, je vais y revenir dans ma conclusion. Il y a certaines petites précisions, je comprends qu'elles sont là pour l'historicité, mais ça, c'est juste compliqué à retenir en fait. C'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, tout est bien. Ensuite, si l'unité est contrechargée, les deux camps peuvent avoir le bonus, hein, s'ils y sont éligibles, et le bonus ne s'applique qu'au premier round de combat. Donc si, dans le cas de figure où il y a une égalité et qu'on est obligé de relancer les dés, vous n'avez pas le bonus pour le deuxième lancer. Voilà. Alors, commençons par les Autrichiens. Donc les deux cavaleries ont droit au bonus de charge, il n'y a rien qui l'interdit, ils sont chargés de suffisamment loin, ils ne sont pas inférieurs, ils n'affrontent pas des infanteries formées, donc c'est bon. Donc, commençons par les Autrichiens. Est-ce que j'ai le bonus de charge de cavalerie avec les Autrichiens? Oui, plus 1.
Est-ce que mon unité a 3 blessures? Non. Est-ce que la cible est à couvert? Non. Donc, ici, les couverts sont également au corps à corps. Hein. Précis. Donc si vous attaquez un village en mêlée, par exemple, avec de l'infanterie, ben, le village a du couvert. Voilà. C'est un bonus supplémentaire. Est-ce que la cible était en haut d'une colline? Non. Est-ce que la cible est supérieure? Oui. -1. Donc ça fait 0. Est-ce qu'on a des unités en support? Oui, 2. Donc ça fait +2 de nouveau. Est-ce que on est de l'infanterie légère contre des unités formées? Non. Est-ce qu'on est attaqué de flanc ou d'arrière? Non. Est-ce qu'on est en colonne de marche? Non. Est-ce qu'on combat depuis une zone? Non. Est-ce qu'on est petit ou grand? Non. Donc du coup, l'unité de cavalerie autrichienne dispose d'un bonus de +2. Elle fait 8. Ouch. Ouch. Il va falloir que les Prussiens sortent les doigts là. L'unité prussienne. C'est pareil, même gymnastique. Est-ce qu'elle a le bonus de charge? Oui. Est-ce qu'elle affronte. Est-ce qu'elle a au moins 3 blessures? Non. Est-ce qu'elle un cible est à couvert? Non. Est-ce qu'elle est sur une colline? Non. Est-ce que la cible est supérieure? Oui, ce sont aussi des cuirassés, donc ça fait encore -1. Ce qui annule le bonus de charge pour le moment. Est-ce qu'on a des supports? Non. Est-ce qu'on est une artillerie, infanterie? Non, tout ça c'est bon. Tous les derniers bonus ne nous concernent pas. Donc côté prussien, c'est Vanilla, sans rien. 3. Donc on regarde les jets sur la table, en regardant cette fois-ci à partir de supérieure cavalerie, puisque les 2 unités de cuirassiers sont de la qualité supérieure. Si on prend les Prussiens, un jet de 3 occasionne quand même 2 blessures. Donc vous voyez que la cavalerie fait quand même assez mal. Hein. De façon générale, vite. Elle fait vite assez mal. Donc les Autrichiens vont prendre 2 dégâts. Par contre, en face, l'unité adverse a pris 6 ou plus. De la part d'une supérieure cavalerie, elle prend 4 blessures. Donc de toute manière, les Prussiens ont perdu le combat, puisque 4 blessures, c'est justement ce qu'il faut pour que l'un des adversaires décroche. Et donc se replie. Donc là, il n'y aura pas besoin de jouer un round supplémentaire de combat. Les Prussiens ont perdu, c'est eux qui vont replier. Alors, j'ai vérifié, effectivement, pour les réactions, donc les retraites et tout ça, c'est bien après que tous les autres combats aient été résolus. C'est moi qui ai mal. Donc c'est pareil que pour le tir. Donc du coup, on va tranquillement faire celui-là, puisque ça n'a pas d'importance. Donc je vois pourquoi il n'a pas donné de sens à l'ordre des combats, puisque, pour le coup, on ne peut pas, comme à Black Powder, interférer dans un combat grâce à une poursuite. C'est pas possible. Ici, vous faites tous les combats, et après seulement, vous faites toutes les retraites éventuelles et les poursuites éventuelles. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer là. Donc la situation est rigoureusement la même, sauf que les Autrichiens n'auront que +1 au lieu de +2, vu qu'ils n'ont qu'un seul soutien ici, et les Prussiens sont toujours à +0, donc ça ne va rien changer. Je lance les 2 dés, Prussiens en bleu, Autrichiens en blanc, et voyons ce que ça donne. Les Autrichiens reprennent une fois de plus la main, ils font 6, et les Prussiens font 3. Donc 3, on l'a vu, pour une cavalerie supérieure, ça fait 2 dégâts. Pour les Autrichiens, donc. Et 6 ou plus, 4 dégâts. Ceux d'en face. Donc, bon, on va dire que la cavalerie autrichienne se démerde plutôt bien, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, donc maintenant les combats sont résolus. Il n'y en a pas d'autres de toute façon sur le champ de bataille. Donc maintenant on fait les retraites. Donc je reprends le chapitre. Donc les réactions de mêlée sont effectuées après que toutes les mêlées initiales ont été effectuées. Les cavaleries en poursuite peuvent causer de nouvelles mêlées ce tour-ci. On va y venir. Les réactions se lisent toujours avec l'ensemble des pertes, hein, les nouvelles du tour en cours, plus les éventuelles que l'unité avait des tours précédents, puisque ça se cumule bien sûr. Et utilisons donc la même table que pour le tir. Les unités en support, à noter.
ne replie pas et ne déroute pas si l'unité qu'elles soutiennent le font. Les retraites et les déroutes d'une mêlée suivent les mêmes règles que pour le tir, excepté que les artilleries déployées, forcées à retraiter parce qu'elles ont trop de blessures en mêlée, doivent lancer un dé, 1, 2, 3, 4, la pièce est abandonnée et peut être capturée par l'ennemi. On verra si on a le cas de figure. Et sur 5+, ils réussissent à remballer le canon et ils s'enfuient. Voilà. Donc pour la cavalerie en poursuite, la cavalerie qui remporte une mêlée, c'est-à-dire que son adversaire retraite ou est mis en déroute, et pas eux, donc évidemment il ne faut pas que l'unité victorieuse ne soit pas elle aussi obligée de battre en retraite, sont obligés de poursuivre sur un jet de 4+. Ajouter 1 pour les unités supérieures, donc ce sera 3+ pour les Autrichiens. Enlever 1 si l'unité est inférieure, et le vainqueur doit décider s'il veut faire la poursuite ou pas. Et donc, si le joueur veut faire la poursuite, il rajoute encore 1. Donc c'est sur 2+. Bah, je vais la faire, la poursuite. Hein. Donc c'est parti. Je lance les dés pour savoir s'il y aura une poursuite. Alors, blanc ce sera eux, bleu ce sera eux. Double 1. Aucune poursuite. Non, ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ils ont pas envie de poursuivre l'ennemi. Donc il n'y aura pas de poursuite de cavalerie. Voilà. Du reste, donc, les 2 unités de cuirassiers prussiens replient d'un mouvement complet ou de 2 mouvements si ça ne leur suffit pas à traverser des unités amies. Donc c'est un mouvement en arrière. À préciser cependant que les mouvements en arrière, lorsqu'ils sont contraints, ne sont pas affectés par les caractéristiques nationales. Hein. Donc si à un moment donné on vous dit que ça vous prend tout le mouvement que ça vous prend la moitié de votre mouvement de reculer, bah non, vous faites votre retraite entière, vous n'êtes pas ralenti. Donc là, ça les amènerait sur les hussards, donc ils vont faire un 2e mouvement pour passer derrière les hussards. Eux par contre, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc là, ils ont traversé une unité amie pendant une retraite. On va lire ce qui se passe pendant les retraites. Donc, un mouvement de retraite pour l'infanterie, pour la cavalerie ou l'artillerie attelée est la même chose qu'une distance normale vers l'avant dans sa formation actuelle. Donc là, 30 cm. Hein. Un mouvement de retraite pour ces unités doit être au minimum un mouvement, mais ça peut être jusqu'à 2. Auquel cas, au choix du joueur, on peut faire 2 mouvements. Ça pourrait peut-être être intéressant d'ailleurs de se mettre hors de portée. Je vais donc choisir pour le coup de faire 2 mouvements pour partir loin, aussi loin que possible. Donc, je vais aller mettre mes cuirassiers là-bas derrière, pour bien être au loin. Voilà. La déroute ou la retraite se fait dans le quart opposé à l'origine des blessures, reçues en dernier. Elle n'est pas réduite par les différences nationales. Lorsqu'il y a du terrain ou des unités amies qui ne peuvent pas être évitées, avancez toujours de toute la distance requise. Si vous rencontrez du terrain infranchissable ou des unités ennemies, les unités sont automatiquement détruites et retirées comme perte. Normalement, les unités en retraite essayent d'éviter les autres unités et les terrains pour rester dans leur quart,
Bon là c'était difficile d'éviter les hussards de toute façon. Quoique si on aurait pu faire une queue leu de côté. Vers là-bas. Ça aurait été possible de les mettre là-bas. On ne peut pas changer de formation. Et on reste orienté vers la unité adverse. Les unités qui se font traverser par n'importe quelle portion d'une unité en retraite, ou en déroute d'ailleurs, puisque la déroute c'est pareil, prennent 2 blessures s'ils sont de classe inférieure, ou une blessure s'ils sont standards ou supérieurs. Ces unités comptent comme des blessures subies au tir ou en mêlée. Si l'unité qui vient de se faire interpénétrer est forcée de replier ou de dérouter, elle suit le même chemin que l'unité qui l'a fait paniquer de façon fatale. Et voilà. Donc là, dans notre cas, les hussards viennent de prendre une blessure. On va partir du principe qu'on les a traversés quand même, parce que ça me semble bizarre d'aller faire ça. Encore que si les règles le disent. Oui, dans l'absolu on pourrait. On va dire qu'ils l'ont fait. Donc, je vais mettre mes cuirassiers, on va dire que j'ai déplacé d'abord cette unité, puis ensuite celle-là. Comme ça on évite d'en rajouter sur les hussards. On peut éviter les unités amies. Voilà. La mêlée est terminée, voici donc la phase suivante, à savoir le ralliement. Allons-y donc pour la phase de ralliement. La phase de ralliement, c'est la dernière du tour. Alors, à ce moment-là, les unités qui sont en déroute, donc qui ont pris 5 blessures ou plus, n'ont pas de possibilité de se rallier et sont à ce moment-là retirées de la partie. Cependant, on peut les garder sur place si on le souhaite pour décoration. Les autres unités peuvent se rallier durant cette phase en fonction de leur classe, s'ils sont supérieurs ou inférieurs, et de leur proximité à l'ennemi. Il y a donc un tableau. Donc dans le cas de nos cuirassiers là derrière qui ont replié, si on est entre 30 cm et 60 cm de l'ennemi, on peut tenter un ralliement qui va nous rallier un point de vie pour les unités supérieures ou standards, et on ne peut pas pour les unités inférieures. Si on est à plus de 60 cm de l'ennemi, on peut rallier 2 blessures et une blessure pour les unités inférieures. Donc supérieur et standard, c'est la même chose pour le ralliement. Donc là, on va juste regarder la distance de l'ennemi. Ils sont bien à 60, par contre ils sont à plus de 30. Donc ils peuvent se soigner d'une blessure. Étant précisé qu'on ne peut jamais retirer la dernière blessure. Donc à partir du moment où vous êtes blessé, vous gardez au moins une blessure. Donc là, les 2 cuirassiers passent à 3. Mais évidemment, les Autrichiens ont le droit également de se rallier à cette phase. Ils récupèrent un point de vie. Ils reviennent donc à 1, c'est-à-dire le minimum auquel ils ont le droit. Voilà, voilà. Ensuite, l'unité qui est là, elle est à plus de 30 des ennemis. On peut donc récupérer un point. Passer à 2. Idem pour les grenadiers prussiens là-bas derrière, qui pourront récupérer également un point. Donc il y a une mécanique de ralliement à prendre en compte, comme vous le voyez. Voilà, la phase de ralliement étant terminée, il reste en fait une dernière phase, mais qui est optionnelle. C'est la phase de contrôle du moral de l'armée. Donc à cette phase-là, on vérifie les seuils de déroute. Là, de toute façon, personne n'a perdu d'unité, donc on peut la skipper. Mais voilà, il y a une 8e phase en théorie pour comptabiliser les pertes d'unités et vérifier les seuils de déroute. D'ailleurs, puisqu'on y est, du coup, on va parler de ce seuil de déroute.
le seuil de déroute. Donc au début du jeu, on compte le nombre d'unités de l'armée, on divise le total par 2, arrondi à l'inférieur, et ça sera votre seuil de déroute. Chaque unité de taille standard compte pour 1 point, les petites unités 1,5 et les grandes unités 1,5. En plus des unités, vous pouvez également rajouter des objectifs. Alors, par exemple, nos 2 villages, là, par exemple, pourraient très bien être considérés comme des objectifs. D'ailleurs, on va le faire. On va mettre un peu de piment. Évidemment, si vous avez des scénars historiques, vous aurez d'autres conditions de victoire que celle-ci, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez rajouter donc, des objectifs. En sachant que les objectifs qui sont détenus au début du jeu ne comptent pas dans le seuil de déroute. Donc là, comme j'avais déjà ce village-ci, il ne compte pas. Par contre, les Prussiens ne pouvaient pas tout de suite rentrer dans leur, donc ils prennent 1 point de seuil de déroute, de morale, donc, pour avoir pris ce village. Donc, lorsqu'un objectif est... ah oui, par contre, s'il est pris quand même, le village autrichien, il fait perdre 1 point malgré tout aux Autrichiens, même s'il n'en fait pas gagner aux Autrichiens. À la fin de chaque tour, après la phase de ralliement, chaque camp additionne le nombre de points d'armée qu'il a perdu. Et si le total excède le seuil de déroute, cette armée est brisée et a perdu la bataille. Si les 2 armées sont brisées en même temps au même tour, c'est une égalité. Si le jeu se termine avant qu'on arrive au seuil de déroute, l'armée qui a perdu le plus de points subit une défaite mineure. Si chaque armée a subi le même nombre de pertes, c'est une égalité. Après, évidemment, les scénarios peuvent changer ça. Les objectifs doivent être tenus par au moins une unité, et ce, même s'il est situé dans votre zone. Et un objectif qui est disputé ne rapporte pas de points à qui que ce soit. Donc, voilà, il faut bien tenir l'objectif pour emporter les points. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous avez vu un tour complet de Honors of War. On va pouvoir passer au tour numéro 2. Il y a un truc qu'on a oublié de faire, on va le faire maintenant, mais normalement il fallait le faire à la fin de la phase concernée, la phase de tir plus exactement dans le cas qui nous occupe. Les commandants sont normalement, on ne peut pas les cibler, mais tout comme à Black Powder, ils peuvent être des victimes indirectes de la bataille et de ses vicissitudes. Donc il est nécessaire de tester pour les risques du commandant, pour voir s'ils sont touchés ou blessés, tués ou blessés, dans certains cas de figure. Donc il y a notamment le cas de figure suivant, s'il est à distance de commandement, donc 15 cm, rappelez-vous, d'une unité qui a subi des pertes au tir durant ce tour. Or, le général prussien qui est là est bien à 15 cm de l'unité qui a pris des tirs là, et le général autrichien qui est là, il est à 15 cm de l'unité qui a pris des tirs là. Donc ces deux vont devoir tester. Les autres cas de figure, je vous les donne tout de suite, comme ça c'est fait. C'est s'il se trouve dans la ligne de feu d'une unité d'infanterie ou de mitraille d'un canon, hein, donc rappelez-vous les 30 degrés d'arc de tir. Hein. Si, si le commandant est déplacé pour laisser place à une unité ennemie, donc là il risque plus la capture ou la mort. Voilà. Et comment ça se place alors? On va lancer 2d6 et si on obtient 11 ou 12, eh bien le commandant est blessé ou tué. S'il est tué ou blessé, il est remplacé par un subordonné qui sera d'un niveau inférieur d'un cran. Et si par malheur c'est le général en chef qui est abattu, eh bien dans ce cas-là, son remplaçant sera automatiquement hésitant. Dans ce cas-là, on utilisera les règles du général en chef hésitant qui sont prévues dans le manuel. C'est une option normalement, mais du coup ça se produira dans ce cas-là. Voilà, donc on va juste faire le test pour nos deux. Commençons par l'Autrichien. 10, c'est pas passé loin. Pour le Prussien, 8, c'est bon. Aucun des deux n'a subi les foudres du combat. Donc effectivement, on peut passer au tour 2. Donc, le tour 2. Maintenant que vous avez vu la plupart des mécaniques de base du jeu, qu'on les a explicitées, on va aller un peu plus vite. Donc, première phase, comme d'habitude,
On tire. Non, d'abord on fait déplacer les commandants. Donc le général en chef autrichien, je veux qu'il continue à superviser ici, donc là c'est bien. Et le général en chef prussien, effectivement, je préférerais qu'il vienne superviser celui-là pour qu'on puisse bien passer les colonnes en ligne. Donc je vais le faire galoper à côté, ici. Par contre, lui, il est dans la ligne de tir des... Ah non, c'est pas de la mitraille, donc il n'y a pas de risque. Donc du coup, je peux amener le général aussi. Voilà, on y est. On laisse sortir le chat. Et on peut donc attaquer le tir de l'initiative pour le mouvement. Comme d'habitude, Prussien plus 1, Autrichien normal. Les Autrichiens ont l'initiative pour le mouvement. Du coup, passons à la phase de mouvement. Je vais tenter... Bon, on va commencer... pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'urgence, à part ici éventuellement. Donc je vais commencer par activer la brigade autrichienne qui est là. Donc je lance un des 6 et je me réfère à la table pour le commandant. Donc là, je le fais maintenant parce que normalement, comme je l'ai précisé en vignette, en théorie, c'est vous désignez une brigade et vous faites le jet d'initiative, vous ne les faites pas tous en même temps. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait 3 pour un commandant qui est fiable. Ils sont tous fiables chez les Autrichiens. C'est stable. Donc, ma division est stable. Je peux donc me déplacer, mais à un seul mouvement cette fois-ci, non pas 2 mouvements comme le tour d'avant. Alors, un mouvement ne me permet pas d'atteindre qui que ce soit, mais il faudrait que je continue de mettre la pression sur l'ennemi, donc je vais le faire. Ce faisant, je vais obliger ce général à se déplacer. Donc, puisque je vais avancer mes cuirassiers là, on va tout de suite faire son jet de risque. Non, c'est bon, il échappe. Et on le déplace en arrière. Pareil ici. On a des dragons. Et je déplace le brigadier. Je vais le mettre ici. Voilà. Autrichien, c'est fait. Passons aux Prussiens. Côté Prussien, ici, il n'y a plus tellement d'urgence à déplacer les troupes qui sont là. Alors, dans l'absolu, peut-être les hussards. Encore que, non. Je vais faire la division du milieu. Donc, la division du milieu. Le commandant est normalement hésitant, mais la présence du général prussien le passe en fiable. Je fais 2 en fiable. Ça suffit pour obtenir le résultat stable, donc ils vont pouvoir tous faire un mouvement. Alors là, le but, on va avancer pour mettre la pression aux Autrichiens afin qu'ils puissent pas vraiment s'organiser facilement devant le feu de l'ennemi, puisque rappelez-vous que lorsque les unités ennemies sont à 20 cm de vous, vos mouvements sont contraints. Donc là, ça va mettre un peu le boxon. Donc ces 2 lignes sont avancées telles quelles. En revanche, ici, je décide que je vais changer de formation. Donc rappelez-vous, je prends le mouvement de la formation la moins favorable. Donc ici, je vais passer en ligne, je vais prendre le mouvement de la ligne. Je vais donc avancer mon leader d'unité. Ici. Alors ça va m'exposer au canon, hein, c'est clair, mais d'un autre côté, pour tirer, j'ai pas vraiment le choix. Et ensuite, on va réagencer tout le monde autour de lui. Donc, vous réagencez vos troupes autour de lui. Voilà. On va faire de même avec eux. Donc, j'avance le leader d'unité ici, qui est la tête de la colonne, et je réagence autour. Enfin bon, j'ai un socle, autant l'utiliser. Voilà, donc là en plus je serai à portée de tir pour la phase suivante.
Alors, je peux tirer par-dessus les troupes dans le jeu là, à condition qu'il y ait un espace suffisant entre l'ennemi et les amis. Sinon, les archers ne prennent pas le risque de tirer. Je ne sais pas si c'est historique ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est possible. Je déplace mon brigadier, qui va donc se mettre ici. Alors, les canons seront hors commandement, mais vous pouvez quand même tirer, même si vous êtes hors commandement, le tir est automatique. Par contre, c'est vrai que si je veux les déplacer, après, je devrais faire des jets de messagers, vu qu'ils font partie de la brigade de lui et qu'il est du coup trop loin. Voilà. Côté prussien, l'activation est faite. Passons à une brigade autrichienne. Là, ça m'embête un petit peu, mais je vais essayer de bouger les Grenzer. Les Grenzer sont fiables aussi. Tous mes généraux sont fiables. À nouveau, mes Grenzer sont médiocres. Donc, ça bouge pas. C'est à nouveau prussien. Prussien, il leur reste la brigade là-bas. On va le faire. La brigade là-bas est fiable. Il fait un 1 aussi. 1 pour un général fiable, c'est le seul résultat où vous obtenez le résultat médiocre. Donc l'unité aura un niveau de commandement, un mouvement médiocre ce tour-ci. Voilà, c'est au tour des Autrichiens. Il me reste les hussards qui sont ici. Je vais donc les activer puisqu'ils sont indépendants, rappelez-vous. Donc ils comptent comme une brigade à eux seuls avec un commandement moyen, donc fiable. Ils sont admirables. Bien joué, ils ont 2 mouvements. Ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Je vais amener mon... ça ici, on va voir ce qui se passe là. Donc nos hussards qui sont là ont réussi à obtenir 2 mouvements, ce qui va me permettre d'amener ma tête de colonne ici. Alors, non, il faut pas que je... Attention, il faut que je fasse attention. Je vais revenir en arrière parce que je vais sortir de mon arc. Vous savez, l'arc des 45 degrés. Du coup, je dois subir un malus en fonction de ma nationalité. Or, il me semble que les Autrichiens ont un malus. Donc, je vais... mouvement sur le flanc ou l'arrière, déduire un quart de mouvement. Donc je vais... un quart, ça fait 7,5. Donc j'enlève 7 cm et demi. Du coup, il va me rester 22,5. Je vais avancer jusqu'ici pour mon premier mouvement, ce qui va me permettre d'arriver là. Et est-ce qu'avec mon deuxième mouvement... Ouais, mais il faudrait que je change de formation. Or, le changement de formation... Alors là, je serai à 30 cm, je pourrais charger, mais comme je suis une colonne de marche, je ne peux pas charger une infanterie formée. Donc, il faudrait que je puisse changer de formation et déclarer ma charge. Les Prussiens pourraient, parce que les changements de formation ne coûtent rien pour eux. Là, c'est Autrichien. Vous perdez un demi-mouvement, il me semble. C'est ça, demi-mouvement. Donc ça m'empêcherait de réussir. Donc je vais effectuer mon changement de mouvement pour menacer les flancs ennemis. Donc je vais placer mon unité en demi-mouvement. Il m'en restera 15. Je vais mettre mon leader là et mettre les autres autour. Et je vais choisir de passer en formation compacte, histoire de prendre un peu moins de place. Voilà. Comme ceci. Voilà. Très très bien joué de la part de mes hussards. Parce que là, du coup, ce petit soutien de cavalerie sera peut-être pas mal. Voilà. Encore une brigade autrichienne qui a joué. Enfin, unité indépendante. Autour des Prussiens. Tant qu'à faire, faisons les indépendants prussiens. À savoir les hussards.
Euh, Non, ça bouge pas. Eux aussi, immobiles. Ah, la légendaire rapidité prussienne n'est pas trop là, hein, pour l'instant. Eh bien, il ne me reste que... Ah, au côté autrichien, il m'en reste plusieurs des brigades. Il me reste mes hussards qui sont derrière, là. Ceci. Donc, voyons ce que ça donne pour eux. Ah bah, eux aussi, ils bougent pas. Ah, il y a une crise, là, avec des 1 partout. Et il n'y a plus que l'Autrichien qui a encore des brigades. Il me reste maintenant mes brigades centrales. Donc là, par contre, j'ai pas intérêt à merder parce que si je ne parviens pas à me placer comme il faut, je vais me faire tirer comme un lapin. Donc, je vais commencer par la brigade de première ligne, qui sera donc soutenue par le général en chef. Le commandant qui est fiable devient donc audacieux. Voilà, je vais mettre un peu comme ça, et voyons ce que ça donne. 4. Donc l'avantage de l'avoir passé en audacieux, c'est que je risque pas d'avoir le résultat où ma division bouge pas, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc là j'ai obtenu 4, 4 pour un général audacieux, résultat stable, donc l'unité agit normalement. C'est ma foi tout ce que je demandais. Je vais donc me placer à cet endroit-là. Comme ça. Ensuite, je vais le mettre là. On va commencer l'inévitable duel de mousqueterie avec les Prussiens en espérant qu'on en ressorte victorieux. Et cette colonne de marche, je décide donc de la mettre en ligne, ce qui va donc me coûter un demi-mouvement. Je vais donc bouger de 10 et me reformer là en bas. Voilà, ça c'est une bonne chose, c'est fait. Les canons ne vont pas bouger. Par contre, du coup, en faisant ça, je me bloque le tir de mitraille, puisque je ne pourrais pas mitrailler les cuirassiers, les grenadiers, du fait qu'il y a une unité amie dans la zone. Donc ça va interdire mon tir de mitraille. Ça, c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux. Bon, au pire, on tire au boulet. Deuxième brigade autrichienne, celle de la deuxième ligne. Donc là aussi, on va lancer le dé. Donc le général est fiable. 3, c'est bon, résultat stable, c'est ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, je vais simplement coller cette unité derrière, avancer ma colonne sur la colline là, histoire de servir de renfort éventuel. Ah oui, j'ai oublié de déplacer mon commandant, je vais le mettre là. Les canons qui sont là, on va également les déplacer. Donc ce sont des canons légers. C'est des canons légers, donc ils ont une portée de mitraille de 30 cm. Donc a priori, je pense qu'ils y sont déjà. Ouais. Donc là, l'astuce, ce serait de les déployer de façon à éviter de mettre les amis dans la zone de tir. Donc il faudrait les prendre comme ça pour éviter. Donc on va le faire. Donc l'artillerie n'est pas très différente de l'infanterie, c'est le même principe.
En autrichien, déployer une artillerie coûte un demi-mouvement. Donc là, c'est 20 cm, donc je peux bouger de 10 cm et me déployer. Donc pareil, si je sors de mon angle de 45 degrés pour pivoter, je prends un malus, mais ce ne sera pas le cas ici. Et je pourrais tirer dans la foulée, mais avec le malus de -1 pour avoir bougé. Donc vous voyez, c'est relativement simple, tout est quasiment unifié dans cette table de modificateurs. Et finalement, il n'y a pas trop de surprises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer simplement un petit peu mon artillerie, voilà, et la déployer là, histoire de bombarder les méchants grenadiers qui sont là. Là, c'est bon, j'ai plus d'unité amie dans mon arc de tir. Donc vous voyez, ça sert à ça, l'arc de tir de 30 degrés. Si c'était 45 degrés, dans ce genre de configuration, effectivement, je comprends. C'est extrêmement compliqué de réussir à placer un tir de mitraille. Parce qu'à partir du moment où vous avez des unités amies qui sont assez proches, c'est un vrai casse-tête. Donc, il faut être créatif. Voilà. Alors, pour ce qui est des attelages, hein, vous n'êtes pas obligé de les représenter, vous pouvez vous contenter de tourner. Hein. Si vous avez des attelages, ils comptent pour rien une fois qu'ils sont déployés. Vous les laisser pour l'esthétique, mais vous pouvez à tout moment les déplacer pour laisser passer vos troupes. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc ça c'est pour l'artillerie, et il me restait l'unité qui est là et qui est un peu bloquée. Donc ce qu'on va faire avec cette unité-là, on va simplement décider de la mettre en colonne et commencer à traverser la rivière là. Et puis on verra ce que font du coup les rivières et autres. Donc je prends le leader d'unité, on met là, on va dire que c'est lui. Et du coup, ça nous prend la moitié du mouvement. Alors, de toute façon, on pourra à peine atteindre la rivière. Donc voilà, on arrive ici, ce sera déjà pas. Je vais quand même faire un topo sur les terrains, puisqu'on ne les a pas encore fait. Ça peut être important. Pour les terrains. Donc vous avez les obstacles linéaires. Donc ça, c'est les murs, les clôtures et les haies. Ils ne constituent pas un obstacle à l'infanterie. Par contre, ça coûte un demi-mouvement pour être traversé à la cavalerie, l'artillerie ou les transports, si vous utilisez les bagages ou ce genre de trucs pour un scénario. Il compte pour un couvert léger. S'il se trouve entre la ligne de tir du tireur et de sa cible. On peut évidemment enlever ceci en arrivant au couvert de l'obstacle. Pour ce qui est des retranchements, ils sont toujours infranchissables pour la cavalerie, l'artillerie et le transport. Ils prennent la moitié du mouvement à traverser pour l'infanterie formée, et l'infanterie légère n'est jamais ralentie. Les retranchements, tout comme les villages, enfin, c'est une zone, hein, donc compte comme du couvert lourd. Oui, et s'ils ne sont pas occupés, mais qu'ils se trouvent entre la ligne de feu du tireur et de sa cible, ils comptent comme un couvert léger tout de même. Voilà. Ensuite, vous avez les bois. Les bois sont gérés de la façon suivante. Demi-mouvement pour toutes les troupes, à l'exception de l'infanterie légère et de la cavalerie légère. Alors, normalement, il n'y a pas vraiment de sous-type cavalerie légère, autre que, historiquement, les hussards, ce genre de choses, les cosaques. Donc, cavalerie légère, c'est à vous de décider au début de la partie qu'est-ce qui est cavalerie légère, mais en général, les hussards, les cosaques sont de la cavalerie légère. Voilà. Mais ça, c'est indiqué dans les listes d'armées, en fait, ce qui est léger ou pas. Quand vous êtes dans un bois, vous pouvez voir et être vu, et donc être ciblé ou tiré.
à condition que vous soyez placé sur la lisière de la forêt. Si deux forces combattent dans un bois, la distance maximum c'est 15 cm à l'intérieur du bois. Bon, ça c'est vraiment si vous avez un grand bois, hein. Là, je pense pas que ça arrivera. Vous bénéficiez du couvert à l'exception de l'unité qui charge. Et enfin, vous avez le terrain difficile. Les terrains difficiles sont infranchissables pour l'artillerie et les transports, demi-mouvement pour les autres troupes, et sans malus pour l'infanterie légère et la cavalerie légère. Pour ce qui est des collines, alors vous avez deux types de collines, collines à pente douce et collines à pente abrupte. Hein. Les collines à pente douce n'affectent pas le mouvement, bien que vous puissiez bénéficier de l'élévation pour pouvoir voir et recevoir des bonus en mêlée, et annuler les bonus de charge de cavalerie. Les collines abruptes causent demi-mouvement aux troupes, que ce soit en montée ou en descente, et seule l'infanterie légère n'est pas ralentie. Les collines escarpées sont également infranchissables pour l'artillerie et pour les transports. Et s'il y a un bois, si elle est boisée, la colline abrupte, elle réduit également le mouvement des troupes formées à un quart. Là, la cavalerie légère sera alors à ce moment-là réduite à la moitié, et l'infanterie légère n'est toujours pas affectée. Il faudra également déterminer la ligne de crête. Alors il y a un diagramme, je vais peut-être vous le montrer. Un diagramme pour voir, en fait vous faites la parallèle de la cible et la parallèle du tireur, et vous voyez si vous êtes dans la ligne de crête ou pas. Si l'unité est de l'autre côté de la ligne, si la cible est de l'autre côté de la ligne de crête, elle n'est pas cible. Ensuite, vous avez les routes. Si vous êtes en colonne de marche, vous pouvez utiliser les routes, quel que soit le terrain qu'elle traverse. Donc, si la route traverse un terrain difficile ou une forêt, vous n'êtes pas affecté par la forêt si vous êtes en colonne de marche et que vous suivez la route, c'est logique. Pour ce qui est des rivières, alors les petites rivières et les torrents sont traversables par l'infanterie formée et par la cavalerie à demi-mouvement, et l'infanterie légère et la cavalerie légère ne sont pas affectées. Les grandes rivières et les fleuves peuvent être infranchissables ou passables à gué. Alors s'ils sont infranchissables, vous êtes obligé d'utiliser un pont. Et s'ils sont traversables à gué, vous pouvez traverser à n'importe quel endroit avec la cavalerie et avec l'infanterie de tout type. Mais simplement, vous devrez arrêter votre mouvement initial au milieu de la rivière. Et vous devrez donc arrêter votre mouvement là et continuer à demi-mouvement le tour d'après. Donc vous perdez forcément un tour au milieu de la rivière dans ce genre de cas. Les unités légères, cavalerie légère, infanterie légère, n'ont pas d'avantage dans ce cas de figure non plus, ils sont affectés aussi. Et tant que vous êtes dans la rivière, vous avez un malus de -1 au tir. Et en plus de ça, si vous êtes accueilli par une unité ennemie de l'autre côté qui a une mêlée, ils ont un bonus comme s'ils étaient surélevés par rapport à vous. L'artillerie et les transports doivent obligatoirement utiliser un pont. Dans ce genre de cas, ils ne peuvent pas traverser à gué. Et donc traverser à gué en colonne de marche se fait à demi-mouvement pour toutes les troupes excepté l'infanterie légère et la cavalerie légère. Donc les colonnes de marche sont utiles dans ce genre de cas. Et alors ça c'est dans le cas où il y a un gué désigné, comme un pont, quoi, un passage favorable, pas si vous traversez n'importe où dans la rivière. Et pour la colonne de marche, le tir et la mêlée ne changent rien par rapport à d'habitude. Bon, c'est déjà une formation qui est vulnérable, donc voilà. Quant aux zones défendables, qui sont l'autre terrain restant, on les a déjà déclarées, on les a déjà décrites précédemment, donc on ne va pas y revenir. Voilà, l'ensemble des mouvements ont été faits. On va passer à la phase de tir. Stop, j'ai oublié de déplacer la cavalerie prussienne. Je vais devoir revenir en arrière, désolé. Voyons déjà ce que ça va donner. 2
pour un général fiable, ils vont pouvoir bouger. Donc là, je pourrais provoquer une nouvelle charge, mais ça m'arrange pas du tout. Je vais plutôt continuer mon repli pour pouvoir encore rallier un petit coup, histoire d'avoir un peu plus de chance. Sauf que là, le problème, c'est que l'ennemi est à 20 cm, donc je vais pas pouvoir faire de mouvement sur mes côtés. Donc là, du coup, je vais certainement être coincé. Il faut que je me mette à plus de 30 cm, donc je vais pouvoir reculer un pack de cuirassiers là. Non, je vais déplacer ce pack de cuirassiers par ici, parce que lui, il n'est pas affecté, il n'est pas à 20 cm. Celui-là, je vais le mettre ici, comme ceci. Et lui, je vais le reculer tout droit. Voilà, comme ça, à la fin du tour, je pourrai nouveau rallier un point de vie, parce que je serai suffisamment loin de l'ennemi. Je passerai à 2, ce qui me donnera déjà un peu plus de chance éventuelle de m'en sortir en cas de problème. Et bien évidemment, je déplace mon commandant à côté. Voilà, passons au tir. Commençons dans un premier temps par voir qui va tirer le premier. Toujours pareil, Prussien plus 1, Autrichien plus 0. Les Prussiens tireront les premiers. Je pense que ça les arrange bien. Donc pour le tir, sans surprise, je décide d'activer la brigade centrale prussienne, celle qui aura le plus de tirs à faire. On va déjà vérifier les portées des mousquets. Donc les mousquets tirent... oui, vous noterez qu'il y a deux types de tirs de mousquets. Il y a les mousquets avec l'artillerie régimentaire et les mousquets simples. En général, à cette période, les unités d'infanterie sont accompagnées de petites pièces d'artillerie régimentaire, des 2 pouces, des 3 pouces, des 4 pouces, des pièces légères, qui apportent un support à courte portée, donc d'artillerie affectée au bataillon. Donc là, pour représenter ça, ils ont une meilleure portée. En général, c'est l'infanterie formée qui a ce genre de truc. L'infanterie légère, vous aurez juste des mousquets. Donc là, ici, toutes les unités d'infanterie formée, on va partir du principe qu'ils ont mousquets plus artillerie régimentaire. Et l'infanterie légère, les Grenzer par exemple, n'auront que le mousquet, donc ils auront une portée réduite. Donc je peux tirer jusqu'à 30 cm en longue portée avec le canon. Et jusqu'à 10 cm, la courte portée ne change pas par contre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un à courte portée? Non. Par contre, tout le monde est à portée. Allons-y donc pour le tir. Commençons par les grenadiers qui sont ici. Je reprends ma table. Est-ce que le tireur a bougé? Oui, -1. Est-ce que je tire à longue portée? Bah oui, -1, ça fait -2. Est-ce que j'ai au moins 3 blessures? Non. Est-ce que la cible en face est difficile? Alors, elle n'est pas difficile, par contre, elle aura un couvert léger du fait qu'il y a une haie qui est de part et d'autre et que je n'ai pas réussi à atteindre à pouvoir toucher la haie pour l'annuler. Donc j'aurai encore -1 à cause du couvert léger. Est-ce que la cible est supérieure? Non. Inférieure? Non. C'est pas un tir d'arrière, je ne tire pas sur une zone, je suis ni petit ni grand. Voilà, donc c'est tout. Mais ça fait quand même -3. Donc -3, 1 -3, 0, 0 moins, ça fait 0. Donc le tir ici n'a rien donné. Cette unité tire là, il n'y a pas de malus, donc là j'ai juste le malus pour avoir bougé, le malus pour la longue portée, par contre il n'y a pas le couvert léger, donc ça sera -2. Eh ben, c'est raté quand même. Et enfin les grenadiers qui sont ici, même chose, -2. Parce que tout est pareil. Hein. Alors j'ai fait 3. Si on prend la table des touches, un 3 pour une infanterie supérieure, je cause 2 blessures à l'unité ennemie. Rappelez-vous, elle en a déjà 4. Elle en a déjà 2, pardon. Donc elle passe à 4. Alors normalement 4,
si vous vous souvenez, dans la table des réactions au tir, ça voudrait dire retraite. Mais comme précisé, les retraites ne sont faites qu'à la fin de la phase, quand tous les tirs ont été résolus. Donc, cette unité-là va avoir la possibilité de riposter, sauf que comme évidemment les Prussiens ont tiré les premiers, d'où l'intérêt de gagner l'initiative du tir, eh bien, avec les 4 blessures qu'elles ont engrangées, elles auront un malus de -1 au tir supplémentaire, qui se cumulera avec les autres. Ensuite, il me reste les canons là-bas. Donc les canons, je vais tirer idéalement sur cette unité, si je le peux. Sauf que si je tire sur cette unité, eh bien l'obstacle là va gêner mes rebonds. Enfin, quoique non, l'obstacle est après les rebonds, donc non, ça ne gênerait pas normalement. Ou alors je tire ici et je peux éventuellement faire un bowling là-dedans, ce qui serait peut-être plus judicieux. Donc je vais peut-être faire ça. Là, elles sont à moyenne portée, puisque j'ai 80 cm, hein, les pièces tirent très loin. La question étant, quelles sont les conditions pour tirer par-dessus? Les amis, on va le relire avant de faire une bêtise. Tirer par-dessus les têtes. L'artillerie peut tirer par-dessus ses propres troupes si elle est sur une position surélevée, c'est le cas, elle est sur une colline, et si la cible n'est pas plus proche que 15 cm d'une unité amie, et qu'aucune troupe amie n'est à 10 cm du canon qui tire lui-même. Voilà. Raté. Donc là, le tir impossible ici, il y a 15 cm entre les deux, ils prendront pas le risque de tirer. Là, mon tir sera gêné. Enfin non, mon tir sera pas gêné, mais... Ouais. Ici, c'est pas possible non plus, il y a bien 15 cm. Là, il n'y a pas 15 cm. Ouais, donc le tir, ça va être eux. Donc là, dans ce cas de figure, je ne sais pas comment je le gère. Est-ce que je leur donne un couvert ou pas? On va partir du principe qu'avec la surélévation, il n'y a pas de couvert. Allons-y. Donc je vais faire un tir contre l'unité autrichienne qui se trouve ici. Je reprends mon tableau. Les canons n'ont pas bougé, ils ne sont pas longue portée, ils n'ont pas 3 blessures. La cible n'est pas difficile. Alors est-ce qu'elle a couvert léger? Allez, si, elle devrait quand même être à couvert léger, je pense, parce qu'il y a quand même cette haie. Est-ce qu'elle est supérieure? Non. Inférieure? Non. Est-ce que c'est de flanc? Non. Est-ce que c'est une zone? Est-ce que le machin? Non, tout ça pas. Et pour l'artillerie, ce n'est pas de la mitraille. Je ne tire pas sur une colonne de marche, ni sur une cavalerie en rang serré, ni Vigun, ni mortar. Ouais, donc il y a juste un -1. Donc 2 shoots à -1. J'obtiens donc un 6 et un 3 qui se transforment donc en 5 et en 2. Standard artillerie, un 2 ça donne rien, par contre un 5 ça donne 2 blessures. Donc cette unité autrichienne prend 2 blessures. Maintenant, le rebond, pour savoir si l'unité derrière prend un boulet également, oui. Donc on refait le tir sur l'unité derrière. Donc l'unité derrière, ce sera plus 0, puisque pour le coup, elle n'a pas l'obstacle devant elle. Je fais un 2, mais un 2, ça ne donne rien, donc le tir s'arrête là. Voilà, comme vous avez vu, au bout d'un moment, on retient les modificateurs, et ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'à partir de 2-3 parties, ce jeu est très rapide. Voilà, le tir de cette brigade est terminé, ma foi pas génialement, à part ce tir-là qui a été pas mal. Du coup, on va voir ce que vont donner les Autrichiens. Donc comme vous le voyez, j'ai mis déjà le coton pour les unités qui ont tiré, comme ça on sait qu'elles l'ont fait. Passons donc à la brigade autrichienne. Je vais, sans surprise, riposter avec mes 2 unités. Encore que c'est très tentant de tenter de bouger, de tirer d'abord avec mes... Ouais, là, j'ai plus vraiment de pression, donc je sais qu'il n'y a pas d'autres brigades prussiennes qui viennent tirer dessus dans cette zone-là, donc je peux me le permettre, je vais faire tirer la brigade avec les 2 petits canons qui sont là. On va pouvoir essayer de mitrailler ces grenadiers et éventuellement s'en débarrasser. Donc, dans cette brigade-là, personne ne peut tirer à part ces 2 canons. Donc allons-y, les 2 canons.
Est-ce que là, le canon a bougé? Bah oui, il vient de s'installer. Est-ce qu'il est à longue portée? Non. Il est à portée de mitraille même. Est-ce qu'il a au moins 3 blessures? Non. C'est pas une cible difficile. C'est pas une cible à couvert. C'est une cible supérieure, -1. Parce que ce sont des grenadiers. C'est pas de flanc, c'est pas une zone, c'est pas plus grand ou plus petit. Ok. Ensuite, mitraille c'est +2, donc du coup je repasse de -1 à +1. Et ce sera tout. Donc 2 tirs à +1. Alors ça fera 2, donc on sait que ça donnera rien. Et ça, +1, ça fait 6. 6 pour une artillerie standard, et bien ça fera 2 dégâts, sachant que eux aussi ont déjà pris 2, donc ils viennent de passer à 4. Ça sent le sapin pour les Prussiens, parce que ce régiment n'a pas encore tiré. Voilà, du coup c'est aux Prussiens d'activer une brigade. A priori ils ont personne à portée de tir, à moins que peut-être ici. Oui, les gens qui sont dans le village dans cette brigade peuvent tirer, ils sont à portée, donc ils ont un artillerie régimentaire, donc on va dire qu'ils peuvent. Du coup je vais activer la brigade qui se trouve dans le village là-bas. Voilà. Et ils vont essayer de tirer sur la cavalerie. Donc, l'unité n'a pas bougé. Elle tire à longue portée, -1. J'ai pas pris de blessure. Est-ce que la cible est difficile? Oui, certainement. Donc là, on va regarder. Je vais peut-être utiliser mon pointeur laser. Quoique, non. C'est bon. Il voit la moitié, c'est bon. Donc non, c'est pas une cible difficile. C'est pas couvert non plus du coup. C'est pas supérieur, c'est pas inférieur. À moins que si. Est-ce que les hussards autrichiens sont inférieurs? Ouais, ils sont inférieurs donc. +1. Donc ça compense le malus de longue portée, ça fait donc 0. Je tire depuis une zone, donc j'ai forcément -1, forcément moins efficace. Et ce sera tout. Donc j'ai juste un -1 avec le tir de cette unité. Donc ça nous fait un 3, -1, 2. 2, c'est une infanterie standard, ça fait une blessure. Donc, nos amis autrichiens, les hussards, viennent de prendre une blessure. Voilà, c'était l'activation de la brigade prussienne là-bas. Passons aux Autrichiens, qui vont donc maintenant activer leur grosse brigade. Donc là, on va faire tirer tout ce qu'on peut pour riposter. Voilà. Commençons par ceux-ci. Alors ceux-ci sont au contact de l'obstacle. Alors c'est un obstacle en L, c'est un peu tendancieux, mais on va avant être bête et méchant, on va dire qu'ils sont au contact et que donc ils peuvent l'ignorer, donc ils n'auront pas le malus de couvert pour tirer sur les grenadiers qui sont de l'autre côté. Donc, comme dit, on va tirer là. J'ai le malus de bouger, le malus de longue portée. Par contre, j'ai pas le couvert, du coup, ça fait -2. 5 -2, 3 pour une infanterie standard. 2 blessures sur les Prussiens. Eh ben, la mousqueterie autrichienne a l'air d'être beaucoup plus efficace, dites-moi. Ah non, j'ai oublié un malus. Il tire sur une unité supérieure, donc on descend d'un cran, donc c'était 1. Ça fait quand même une blessure seulement. Ah oui, c'est important. La qualité rentre en jeu dans le jeu. Ceux-ci n'ont pas bougé, me semble. Si, ils ont bougé. Un petit chouïa, mais ils ont bougé un petit peu. Donc ils ont bougé, ils sont à longue portée, et il n'y a pas de couvert, donc -2 aussi. 6 -2, 4. Très bonne salve hein, chez les Autrichiens. Ça fait 3 dégâts. Puisque
l'unité en face, par contre, n'est pas supérieure. C'est une unité standard. Elle vient de prendre 3. Ça va, ils sont bien cueillis, là, nos amis prussiens. Et bien sur cette unité-là, donc elle a été affaiblie. Donc normalement, ça devrait être bougé, longue portée, et c'est tout. Mais en plus, il y a unité supérieure, moins 3, et l'unité de tireur a également plus de 3 blessures, donc moins 4. Mais n'oubliez pas, si j'obtiens un 5 naturel sur le dé, ça compte comme une blessure. Ben, j'ai fait un 6. Donc 6 moins 4, ça fait 2 pour une infanterie standard, donc c'est 1. Mais de toute façon, même si j'avais été à 0, avec un 6 ou avec un 5 naturel sur le dé, ça aurait fait une blessure. Et là, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que là, l'unité de grenadier prussien vient de prendre sa 5e blessure. Elle est donc en déroute. Elle va donc devoir effectuer un mouvement de retraite en fin de phase. Et en phase de ralliement, on l'élimine, puisqu'elle ne pourra pas se rallier, elle est en déroute. Donc là, très bon tir. Et j'ai pas fini, puisqu'il me reste encore les canons autrichiens. Canons autrichiens qui vont se faire plaisir sur qui? Sur je sais pas qui. A priori, on va plutôt tirer. Alors, est-ce que je vois suffisamment d'unités? Difficult target. Le premier il sera difficult target pour le canon là, donc il faudra le mettre à part. Donc cible difficile parce qu'il est plus de la moitié de sa surface en dehors des 30 degrés. Pour ce canon-ci, celui-là ça ira. Pourquoi je tire sur ceux-là? Pour la raison que celui-là, il y a 15 cm entre les deux, donc les amis sont trop près, hein, pareil que pour les Prussiens. Et là aussi, 15 cm, donc je ne peux pas tirer, on ne prendra pas le risque. Donc du coup, on va tirer là où on a suffisamment de dégagement pour tirer, mais du coup, je vais prendre également le couvert, forcément. Donc là, ici, le canon n'a pas bougé, c'est pas à longue portée. Par contre, je tire infanterie supérieure, couvert léger, cible difficile, fait moins 3. Et ce sera tout. Mais c'est déjà pas mal, moins 3. Donc, le premier canon, là, il sera à moins 3. Zéro. Donc ça sera rien. Je fais mon rebond. Il y aura un rebond. La cible derrière, par contre, j'ai pas le couvert et j'ai pas le supérieur. Donc ça fera juste... et j'ai pas le cible difficile contre eux. Donc ça fera 0. 1 plus 0, 1, ça fait rien. Ok, donc ce canon c'est fait. Ce canon-ci, contre eux. Donc, même malus, sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas cibles difficiles parce que cette fois-ci, ils sont suffisamment dans l'angle du canon. Donc ça, au lieu d'avoir moins 3, ça fera moins 2. Non. Ça fait rien. Est-ce qu'il y aura un rebond? Oui. Donc le rebond à plus 0. 5, ça c'est bien. 5, artillerie standard, 2 dégâts pour l'unité derrière. En fait, avec cette histoire de rebond, l'artillerie est quand même pas mal efficace. Hein. Boum. Donc là, les Autrichiens ont bien meulé la première ligne ennemie. C'est pas mal du tout. Voilà, phase de tir, ça me semble fait, puisque les cavaliers n'ont pas de tir, les Grenzers sont trop loin. Donc, on peut dire que c'est terminé. Phase de mêlée, il n'y en aura pas non plus, puisque nous n'avons engagé aucune mêlée. Donc, on va tout de suite passer à la phase de ralliement. Alors, pour ce qui est de la phase de ralliement, on va faire ça, comme ça. Ici, alors, pour pouvoir faire un ralliement, il faut être au minimum à 30 cm de tout ennemi. Donc là, déjà, aucune des unités qui est blessée ici ne pourra faire quoi que ce soit. Ah si, attendez, on a oublié un truc. À la fin de la phase de tir, les grenadiers devaient replier. Donc, un mouvement de retraite par rapport à la dernière source de tir subie, donc eux. Donc, ils vont devoir aller par ici. C'est un mouvement dans l'arc opposé. Donc, on va par là. Et du coup, en essayant d'éviter les amis et les terrains infranchissables,
se mettre là. Là, il n'y a pas de retraite à faire. Par contre, cette unité autrichienne doit faire sa retraite. Donc là, ce qui est un peu embêtant pour cette unité autrichienne, c'est qu'elle va traverser tout le môle là et créer de la panique. Puisque du coup, un mouvement ne lui suffira pas pour ne pas traverser d'unité. Donc elle va utiliser 2 mouvements. Donc je fais 2 mouvements et je vais les mettre là derrière. Donc 2 mouvements. Sachant que normalement les Autrichiens ont un malus pour se déplacer sur le flanc ou sur l'arrière, mais les malus nationaux n'entrent pas en ligne de compte pour les retraites. Donc je peux faire 40 cm et arriver là derrière. Voilà. Donc mon unité arrive là derrière. Comme elle a traversé des unités amies, toutes ces unités amies prennent un dégât. Ce ne sont pas des unités inférieures, donc les unités inférieures prennent 2 dégâts. Mais donc mes 2 artilleries et ma colonne prennent un dégât. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Ensuite, cette unité-ci a pris des tirs. Elle était sous commandement du général ici. Il va donc faire un test pour les risques. 9, c'est bon. Quelle autre unité a subi des tirs? Les Autrichiens. Cette unité a subi des tirs. Le général est là. Pareil. Non, c'est bon. Pas de risque. Et autrement, il n'y a rien. Voilà. Donc on peut passer au ralliement. Donc comme dit pour le ralliement, alors, déjà, nos amis qui ont retraité là à travers leurs camarades, ben, ils peuvent se rallier. Et s'ils sont à ralliement, s'ils sont à plus de 60 cm de tout ennemi, ils pourront même rallier 2 blessures. Non, ils ne sont pas à 60 cm, mais ils repassent donc à 3. Voilà. Ces unités-là ne peuvent pas régénérer leurs blessures qu'elles viennent de recevoir, parce que vous ne pouvez jamais enlever la dernière blessure. Donc là, c'est mort. Celle-là est trop près. Celle-là est trop près. Les unités qui sont là sont trop proches. Et lui, il est en déroute, il ne peut pas se rallier. Il va être retiré maintenant à la phase de ralliement. Enfin, il y avait nos cuirassiers là. Donc les cuirassiers, ils sont à 30 cm, hein, on avait vérifié. Elle récupère donc un point encore, ces unités, elles passent à 2. Voilà, tour de terminé, à la suite. Donc là, côté prussien, c'est relativement simple. Ici, on est dans la panade. On est menacé par une cavalerie. On est en train de se faire étrier par l'artillerie. Et donc, essentiel que ma brigade là-bas bouge. Donc, on va déplacer le général là pour le mettre en assistance de celui du bout. Bien sûr qu'il bouge. Les généraux se déplacent d'un mouvement de 60. Et il sera donc suffisant pour le mettre à 15 cm de l'autre général, ici. Voilà. Côté autrichien, ici ça a l'air pas trop mal. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe avec les Grenzer également. Je vais déplacer le général ici pour le mettre également à 15 cm de celui-ci, histoire d'assister le commandant des Grenzer. Voilà. Maintenant, l'initiative pour le mouvement. Les Autrichiens prennent l'initiative avec un 6 plus 0 contre un 3 plus 1, 4. Donc ça nous fait, côté autrichien,
On va commencer par les Grenzer. Je vais essayer de les déplacer pour prendre de vitesse les Prussiens au bout et essayer d'investir les bois, histoire de retarder l'arrivée des renforts ennemis. Je lance donc pour le général des Grenzer. Il est normalement fiable, il devient audacieux avec le général en chef. C'est un 5, il est admirable, j'obtiens 2 mouvements, c'est ce que je voulais. Du coup, on va déplacer. Pour mémoire, nous allons rentrer dans un bois. Je rappelle donc, au niveau des terrains, que le bois, c'est demi-mouvement, mais il me semble que l'infanterie légère n'est pas affectée. Je vais juste revérifier. Ouais, infanterie légère, pas affectée. Très bien. Donc j'ai droit à 2 mouvements. Je fais 20, comme ça, et 40. Donc je vais tout simplement... Alors c'est dommage, je trouve que qu'il gère en zone le village et pas les bois. Ça c'est un truc que fait Valor Fortitude. Honnêtement, j'aime bien la façon dont Valor Fortitude gère les terrains. C'est vrai que le fait de gérer également les bois comme des zones et de partir du principe qu'une fois qu'on rentre dedans, ben, on l'occupe comme un terrain défendable, ben, moi je trouve ça vraiment bien. Donc bon, c'est... Moi lui il ne fait que la moitié, c'est-à-dire il le fait pour le village, pas pour le bois. J'aurais bien aimé qu'il reprenne ce système parce que je trouve que à l'usage dans le jeu, c'est le plus simple. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, on rapproche le brigadier. Voilà, côté prussien, ben, du coup maintenant, il n'y a plus tellement d'urgence là-bas. On va peut-être activer la brigade centrale. 6, admirable. 2 mouvements, ça c'est bien. Je vais reculer cette unité histoire de la rallier, parce que là elle a déjà pas mal pris, elle a déjà 3 blessures, donc elle est en danger. Je vais reculer par là. Par contre ça va me faire... Non, ça va me faire aller vers là, donc je vais aller de l'autre côté. On est hors de portée de mitraille normalement. Et je vais pas tellement avoir le choix. Je vais déplacer cette unité. Normalement, le souci c'est que je suis à 20 cm de l'ennemi. Ah non, pas encore. Donc à la rigueur, je vais pouvoir me déplacer là. Donc 20, plus 20, je vais venir juste à côté. Avec 42 mouvements, c'est tout de suite beaucoup plus facile de faire ce que l'on veut. Donc ceux-là, ils n'étaient pas à 20 cm de l'ennemi, donc ils pouvaient faire un mouvement sur leur arc de flanc. Voilà, histoire de ramener un peu du monde. Je vais essayer de rester au-delà de 15. Voilà, c'est parfait. Celle-ci, est-ce que je suis déjà au-delà de 15? Donc mes canons pourront tirer sans interférence. Voilà, pour la brigade ici, c'est fait. Passons côté autrichien. Donc côté autrichien, il me reste quoi? Côté autrichien, là par contre, la brigade s'est un peu dispersée. Donc la brigade arrière, que je vérifie que tout le monde soit sous commandement, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Non, c'est bon, tout le monde est à 5 cm ou à 15 du commandant, donc c'est bon, en fait, toute la brigade là est sous contrôle, et toute la brigade là est sous contrôle. Donc ici, je vais rester où je suis, par contre là, je vais continuer à mettre la pression, donc je vais jouer la brigade qui est en arrière. Hop là. 6, admirable, 2 mouvements, c'est parfait, c'est parfait. Donc là, c'est très simple, on va immédiatement donner la chasse à cette unité pour pas qu'elle croie qu'elle peut s'en aller sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc j'ai droit à changement de formation, je vais donc utiliser le mouvement de la ligne et un demi-mouvement pour changer de formation. Donc ça veut dire 10 cm en moins sur mon mouvement. Donc je peux aller jusqu'à 30. C'est
peut m'amener jusque là. Alors je ne vais pas boucher la ligne de vue de mes canons, je vais juste avancer de ce qu'il faut là en bas pour me mettre à côté de mon unité. Donc j'amène mon leader d'unité, enfin la tête de colonne là, et je répartis les autres autour. Voilà, comme ça ma ligne est bien complétée. Cette unité-là, je vais la faire traverser la rivière. Donc, les rivières, donc là c'est un ruisseau ou une petite rivière. Et ce faisant, demi-mouvement pour l'infanterie. Je vais rester en colonne de marche. Donc si j'aurai un mouvement de 25, donc demi-mouvement, ça fera donc 12,5. Je prends ma tête de colonne, je vais devant. Ah oui, j'ai droit à 2 mouvements, donc 12,5, ça arrive là. Et après, il me restera encore 20. Ben, je pourrais commencer à aller jusqu'au bois. Ou tout simplement longer la rivière. Ouais, on va faire ça. Donc en tout, j'aurai 12,5 plus 20, ça fait 32,5. Je vais simplement longer la rivière par ici. C'est vrai que la colonne de marche ici démontre son utilité à pouvoir se faufiler quand il n'y a pas beaucoup de place. Donc vous voyez que si on est à 5, là l'aire de jeu c'est 2 mètres hein, à peu près. Honnêtement, en 28 mm, si vous voulez être à 1,80 m, c'est-à-dire une table standard Warhammer, avec les 5 socles recommandés, clairement vous faites une petite partie, hein, parce que sinon vous voyez toute la place que ça prend. Hein. Là les trois socles se justifient complètement. Donc c'est bon, la brigade ici est faite. Est-ce que je vais bouger les canons? Non, c'est très bien, je pense qu'on est de toute façon à moyenne portée, donc on va continuer à tirer. Et il me reste cette unité là. Donc celle-ci va être isolée le tour suivant. Donc j'ai plutôt intérêt à déplacer au maximum mes troupes. Voilà. Celle-là, pour continuer à se rallier pendant le tour suivant. Voilà. Continuons. Maintenant une brigade prussienne. Bon, on va faire celle du fond. Ah, admirable, 2 mouvements, ça c'est très bien. Donc, comment on va faire? Moi, j'ai bien envie d'essayer de gagner du temps là et de sortir, d'aller carrément à la baïonnette contre les Grenzer. J'ai le mouvement du coup, donc j'y vais. On va essayer d'aller vite. Donc, ce régiment charge les Grenzer. Là, je ne pourrais pas, mais je peux aller à portée minimum pour les savater. Cette unité, je vais avancer jusque derrière. Et le canon suit. Lui aussi a 2 mouvements avec le général qui est derrière. Donc là, j'ai droit à un tir de contre-charge, puisque vous avez différentes réactions possibles à la charge. Donc j'ai droit à l'évasion, il me semble aussi, mais là ça m'intéresse pas de faire une évasion, parce que j'ai pas du tout envie que ces unités prennent position dans la forêt, donc même si je sais que je serai pas forcément au mieux, on va dire, dans une mêlée contre une infanterie régulière, je pense que je vais plutôt rester pour essayer de défendre ce bois. Donc je vais faire un tir de contre-charge. Tir de contre-charge qui est résolu de la même façon qu'un tir standard. Alors, l'infanterie ou les unités d'artillerie qui sont chargées peut tirer à leur attaquant à n'importe quel point de la charge, donc ce sera à courte portée. Vous faites la réaction de tir immédiatement. Les unités qui chargent ou qui contre-chargent ne peuvent pas faire de tir. Les unités qui utilisent le tir d'opportunité ne peuvent pas ensuite renforcer une mêlée. Et les unités qui ont tiré pendant la phase de mouvement ne peuvent pas le faire pendant la phase de tir. Ok.
Donc du coup, allons-y, reprenons le petit tableau habituel. Donc, est-ce que j'ai bougé? Oui, j'ai bougé pendant ce tour-ci avec mes Grenzer. Je ne tire pas à longue portée, je n'ai pas 3 blessures, la cible n'est pas difficile, n'est pas en couvert, n'est pas supérieure, n'est pas inférieure, je ne tire pas d'arrière, je ne tire pas sur zone, je ne suis pas petit ni grand, donc du coup ça fait juste le malus de bouger. Allez. 3 moins 1, ça fait 2 pour une... Alors là on prend la colonne standard light infanterie. J'ai fait 3, 2, ça fait une blessure. Bon, c'est toujours ça de prix. Et le combat aura donc lieu en phase de mêlée. Voilà, la brigade prussienne là-bas s'est bien rattrapée, elle s'est bien déplacée. Donc on va passer à une brigade autrichienne. On va jouer la cavalerie peut-être tout simplement. Allez. 2 pour un général fiable. C'est stable, donc on peut jouer. Donc faisons simple, je vais charger avec mes cuirassiers, là contre les hussards, et là-bas contre les autres cuirassiers, si je le peux, mais je ne pense pas. Sinon je vais m'en rapprocher tout simplement. Ouais, je peux que m'en rapprocher, donc je vais le faire. Ils ne pourront pas aller plus loin de toute façon. Alors je reste dans mon arc de départ, puisqu'il y a un ennemi à 20 cm, donc je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Et donc ici, je charge les hussards. Je suis à 10 cm. Donc on va voir la règle évasion. Donc l'évasion, a priori, il n'y a pas de limite de proximité comme pour la réaction se tourner. Donc ça fonctionne de la façon suivante. L'infanterie légère ou la cavalerie légère, donc ici il sera important de distinguer qu'est-ce qui est cavalerie légère ou pas, évidemment avant la partie, peuvent effectuer la réaction évasion. Il n'y a pas besoin de le dire à l'avance, hein, puisqu'on termine le mouvement de l'attaquant, donc on va le faire. Voilà, son contact. Ils ont fait 10 cm. Puis déplacer l'unité qui fait l'évasion jusqu'à leur distance de mouvement maximum, en comptant les déductions de la section mouvement, hein, donc y compris les avantages nationaux et tout. Les unités en charge voient leur mouvement s'arrêter pour ce tour, représentant les tactiques de harcèlement des troupes légères, à moins qu'il s'agisse d'une cavalerie qui charge une infanterie légère à découvert. Dans ce cas-là, l'attaquant pourra continuer son mouvement, et s'il arrive quand même à contacter sa cible, bah, il y a combat, et s'il n'arrive pas à la contacter, il pourra même choisir une autre cible si possible. Là, c'est pas une infanterie légère, c'est une cavalerie. Donc la cavalerie va faire son mouvement, elle va s'arrêter au bord de table, et donc elle ne bougera pas ce tour-ci, puisque l'évasion lui coûte son mouvement. Donc on va simplement déplacer notre cavalerie de hussards en arrière. Elle aura son mouvement, et elle va s'arrêter au bord de table. Donc là je suis vraiment dans les cordes. Je ne vais pas pouvoir tenir encore bien longtemps. Il me reste les dragons à déplacer. Alors le problème, c'est que dans la formation dans laquelle ils sont, ils ne vont pas passer. Donc je vais faire un changement de formation, ça leur coûtera un demi-mouvement. Le leader d'unité, c'est lui, donc on va se réarranger autour de lui. Et on va donc effectuer un demi-mouvement, puisqu'il nous reste un demi-mouvement pour avancer jusque-là. Voilà. Et on déplace le commandant au milieu qui continue à commander. Voilà, voilà. Cette brigade est faite. Côté prussien, il reste la cavalerie qui peut du coup déclencher une charge. C'est pas idiot parce que là, en retardant les cuirassiers, ils les ont mis hors de portée de support.
Et donc, si je peux faire une attaque, j'aurai un soutien. Ça se tente. Allez, les cuirassiers tentent de charger. Donc 4, c'est stable. Je déclare donc une charge. Alors, lors des charges, évidemment, quand l'ennemi est à 20 cm de soi, il me semble, je ne sais plus exactement, vous êtes obligé de charger le plus proche, donc de toute façon, eux, ils chargent là, pouf, et eux vont simplement se mettre en support, enfin en soutien, là. Je déplace mon commandant, non, c'est bon, il est bien où il est. Voilà, donc du coup, il y aura une... Ah non, j'ai droit à la contre-charge, je la fais. Et par contre, je crois que nous n'aurons ni l'un ni l'autre le bonus de charge, puisque nous étions à moins d'un demi-mouvement de distance les uns des autres, donc nous n'aurons pas le bonus de charge. Voilà. Côté prussien, tout a été joué. Il me reste autrichien, la brigade principale au milieu. Je pense qu'elle est très bien, on va continuer à mousqueter. Et il me reste les hussards qui sont là derrière, qu'on ne voit pas sur l'écran, mais je vais les jouer. 5, donc c'est une unité indépendante, ils sont fiables, donc ça fait stable. Ce faisant, je peux faire 30 cm. Je vais peut-être essayer de couper à travers forêt. Je sais plus si on peut traverser les bois avec la cavalerie légère. Je vais vérifier. Les bois. Demi-mouvement pour toutes les troupes, excepté l'infanterie légère et la cavalerie légère dont le mouvement n'est pas affecté. Donc oui, je peux traverser les bois avec ma cavalerie légère. Donc je vais le faire. Ensuite, il me reste les hussards là-bas. Hussards qui sont... Alors... oui, j'ai fait une erreur là. J'ai fait une erreur. Bon, à moitié seulement. Les hussards sont dans le quart de flanc de l'unité, donc je pourrais déclarer une charge. Le souci, c'est que du coup, ils auraient la réaction se tourner. L'unité est à 17 cm. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais la déclarer. Et donc, comme ça, on pourra faire la réaction se tourner. Donc, la réaction se tourner. Alors, une unité qui est chargée de flanc. Unité peut être chargée de flanc si au moins la moitié de l'unité chargeante est dans le secteur de flanc, ou d'arrière bien sûr, hein, de l'unité défenseur, c'est le cas. Alors il y a un point aussi que j'ai pas précisé, mais c'est assez intéressant. Dans ce jeu, si vous obtenez 2 mouvements pour la charge, et que votre unité est de front, vous pouvez contourner pour charger le flanc, si votre mouvement le permet, mais uniquement si vous avez obtenu 2 mouvements. Ça c'est intéressant par contre, hein. Ça veut dire que vous avez la possibilité de charger de flanc alors que vous aviez commencé de front. Donc ça c'est assez original parce que ça n'existe ni à Black Powder ni à Valor in Fortitude pour le coup. Voilà, c'était pour l'aparté. Hein. Donc voilà. L'unité qui se fait attaquer de flanc a une chance de se tourner et de faire face uniquement si le chargeur utilise plus que la moitié de son mouvement pour aller en contact. Oula, le chargeur est à... Ouais, si, c'est bon. Ils sont à 17, c'est bon. Donc, ils auraient la réaction se tourner. Dans ce cas-là, lancer un dé sur 4+, l'unité parvient à se tourner. Ajoutez 1 si le défenseur est une cavalerie ou une infanterie légère, c'est pas le cas. Enlevez 1 si le défenseur fait partie d'une unité ou d'une armée qui déduit au moins un demi-mouvement pour ses mouvements. Encore une règle inutile, je trouve, de complexité. Et si vous faites la réaction se tourner et qu'elle réussit, vous ne pouvez pas faire une contre-charge si vous y êtes normalement. Bah écoutez, il n'y a pas trop le choix, hein. Je pense que c'est ça ou se faire étrier. Eh ben non, ils n'y arrivent pas. Donc la charge de flanc est réussie. Pouf. Donc les hussards autrichiens parviennent à charger le flanc
de l'unité prussienne là. C'est pas mal. Voilà. Donc ça c'était les hussards. Bah, tout a bougé. Ok. Maintenant, passons au tir. Alors, je vais faire un topo un peu de ce qui s'est passé. Hein. Donc là, vous avez vu, les Grenzer sont allés en forêt, ils se sont fait charger. Ici, cette unité s'est mise à portée courte. Là, il y a eu la charge des hussards sur le flanc des grenadiers prussiens. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas bougé. Là, la colonne a traversé et essaye de se faufiler jusqu'au pont. Ici, les hussards se sont approchés de la forêt. La cavalerie a échoué sa charge contre les hussards qui ont replié. Et là-bas, il y a une charge prussienne qui a été déclenchée. Voilà. Alors, on va tirer l'initiative pour le tir. Toujours pareil, Prussien plus 1, Autrichien 0. Égalité. Autrichien. Bon, donc c'est Autrichiens qui vont tirer en premier. Alors la question est, où est-ce qu'on tire en premier? Ben moi j'ai envie de dire, fuck off les Grenzer, on va tirer ici. Je vais activer cette brigade-là. Donc, cette brigade-là, tout le monde va tirer, enfin tous ceux qui le peuvent. Donc là, j'ai cette infanterie. Celle-là, a priori, je ne vais pas avoir de cible, parce que maintenant, mon adversaire est engagé. Et n'oubliez pas que vous n'avez que 30 degrés de... Ouais. J'ai un pointeur laser autant utiliser. Bref, il y aura une cible difficile, mais c'est faisable. Là, et il y a les canons qui sont là-haut. Donc pareil, on va essayer de jouer vite, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Au pire, j'arrêterai à la fin de ce tour. Allons-y. Je vais faire tirer ces deux unités autrichiennes contre les grenadiers. L'unité du bout, elle sera avec le dé bleu. Donc, pour ce qui est des marqueurs, pas bouger. Donc ça n'a pas bougé. Enfin, quoique non, je vais tirer là-dessus. Je vais concentrer ces deux tirs sur eux, puisqu'ils sont équidistants, je peux choisir. Il y a une différence de moins de 5 cm entre les deux. Donc même si les grenadiers sont un demi-centimètre plus proche, je peux choisir ceux-là. Eux vont tirer sur eux, tant pis. Non, pardon, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement stupide. Oui, c'est au combat. Donc pardon, les trois vont tirer là-dessus. Ah, il y a 3 dés à lancer. Ok. Donc 3 dés à lancer, on va le faire différemment. Les deux bleus sont ces deux-là. Et le blanc, ce sera celui du bout. Voilà. Donc, je vais calculer. Donc, toutes mes unités sont à portée longue. Mais par contre, elles n'ont pas bougé. Donc, pas bougé. Par contre, portée longue, moins 1. Est-ce qu'il y a 3 blessures quelque part chez une des unités? Non, aucune. Cible difficile, oui, pour le blanc. Ce sera cible difficile, il y aura moins 2. Moins 1 pour les autres. Il n'y a pas de couvert pour cette unité, parce que là-bas je suis au contact du couvert et là il n'est pas dessus. C'est pas une unité supérieure, là je tire sur les fusiliers standards, ils sont pas couverts, ils sont pas... je tire pas par derrière, ils sont pas en zone, ils sont pas petits, machin. Donc du coup, moins 1 pour eux, moins 2 pour eux. Allez. C'est pas génial. Donc ça fait 0, donc ça fera 0. 3 moins 1, 2 et 5 moins 1, 4. Donc 2 et 4 pour la standard infanterie. 2 ça fait une blessure, 4 ça fait 3 blessures. Ah bah ils prennent 4. Sachant que cette unité a déjà pris 2 blessures, elle est déroutée. Elle vient de prendre 6 d'un coup. Donc là je viens de me débarrasser d'unité prussienne, c'est parfait. Ensuite, l'artillerie qui est là, je vais tirer sur l'unité qui tente de replier.
Donc elle est à moyenne portée, je n'ai pas bougé. Elle n'est pas à couvert, elle est bien à 15 cm des amis. Oui, bon, les amis sont de toute façon loin, mais j'avais considéré que comme ils sont sur la colline, c'est bon. Ce sera plus 0. Oh mon dieu, double 6. Ok, 2 et 2. Ça fait 4. Donc cette unité aussi sera déroutée. Ils viennent de prendre 4 blessures, ils passent à 7. Waouh. Donc là, ça s'effondre complètement au milieu. Là, les Autrichiens ont complètement pris l'ascendant. Voilà. Donc les tirs ont été faits pour ce qui est de la brigade centrale. On repasse côté prussien. Alors côté prussien, on va faire tirer la brigade là-bas au fond. On va essayer de se rapprocher. Donc là, j'ai bougé, mais je suis à portée courte. Donc ça se compense. Enfin non, ça se compense pas, pardon. Longue portée est un malus. Je dis des bêtises, pardon. Donc j'ai bougé. L'ennemi est une cible difficile. Ce sont l'infanterie légère. Ils opèrent généralement en tirailleurs. Ils sont pas à couvert, ils sont pas dans une zone. Ils sont pas supérieurs. Par contre, ils sont inférieurs, il me semble. Non, ils sont pas inférieurs, les Grenzer. Bon. Donc ça fait -2. Bouger, cible difficile. -2. Moi, je fais mon tir. 5 -2 font 3. 3 pour une infanterie standard. 2 blessures pour les Grenzer. Petite salve qui fait un peu mal quand même. L'unité là est au combat, elle tire pas. Les autres unités sont pas à portée, elles tirent pas. Cette unité-ci, elle peut pas tirer puisqu'elles sont en mêlée. C'est tout. Passons côté autrichien de nouveau. Mes Grenzer vont riposter. Donc mes Grenzer n'ont heureusement pas pris 3 blessures, donc ils n'auront pas le malus pour être ébranlés, avoir 3 blessures. J'ai bougé. Je suis à courte portée, donc c'est -1. C'est pas une cible difficile, c'est de l'infanterie standard, il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur. -1. 6 -1, 5. Ils font mieux que se défendre, ces Grenzer. Quoique, attention. Non, la courte portée ne change pas que vous soyez à simple mousquet ou à mousquet plus artillerie régimentaire. Donc c'est bon. Et donc on a dit 5 c'est quoi 6 -1, 5 pour une standard light infanterie. Je mets 3 blessures. Décidément, là, les Autrichiens, ils en veulent. 3 blessures. Waouh. Voilà, les Grenzer ont riposté. C'est au tour des Prussiens. On va passer à l'unité centrale, enfin la brigade centrale. Allons-y, donc ceux-là peuvent pas tirer. Ceux-là vont riposter sur ceux qui ont déjà pris une blessure. Parce que pareil, ils sont équidistants. Donc, j'ai pas bougé. Je suis à longue portée, -1. J'ai 3 blessures ou plus. -2. Je tire pas sur une unité supérieure, il n'est pas couvert rien, donc -2 quand même. Allez, -2. 1, -2, 0. Ok. Ensuite, cette unité-ci est à portée de tir. Donc normalement, les déroutes sont prises en compte à la fin de la phase, donc je suppose par déduction qu'elles peuvent tirer. Donc ici, pareil, ce sera... Ceux-là, ils ont bougé par contre, donc ce sera -3. Oh, c'est pas mal. 6 -3, 3.
3 pour une standard d'infanterie. Ça fait quand même 2 blessures sur ceux-ci. Ils passent à 3, ils seront affaiblis. Le petit coup avant de partir, mais du coup ça peut permettre à mes canons d'achever cette unité. Donc les 2 canons vont prendre pour cible cette unité là, pour essayer de la faire sauter. Je dispose donc, ils sont à moyenne portée, ils n'ont pas bougé. La cible est-elle à couvert? La cible n'est pas à couvert. Non, la cible n'est pas à couvert, il n'y a pas de BUA. Ouais, bah, c'est Vania pour les canons. 3 pour un canon. Standard artillerie, 3, un dégât et un dégât, c'est ce que je voulais. L'unité subit donc 2 blessures. À noter que, orientée comme elle est, pour ce qui est du rebond, on prend à partir du milieu de l'unité perpendiculaire. Ça touche tout pile le canon, donc il y aura peut-être un rebond sur le canon, puisque le rebond se fait jusqu'à 30 cm en arrière, donc on le tente. Par contre là, il sera sur 5+, puisqu'il y a la colline et tout. Ah oui, il passe, il y aura un rebond. Étonnant. Donc, un canon. Donc là, je tire sur un canon. Donc toujours pas de malus pour ça. Est-ce que c'est un difficult target? Oui, parce que c'est un canon, donc -1. Il n'est pas à couvert, il n'est pas supérieur, il est rien. Donc juste -1. 1, -1, 0, bon, ça ferait rien. Donc le rebond n'a pas blessé le canon. Voilà. Le tir prussien est fait de ce côté-là. Et il n'y a pas d'autre tir. Passons à la phase de mêlée. Fin de la phase, cependant, il faut appliquer les retraites. Donc, si cette unité-ci fait une retraite, par là. Cette unité, pareil. Elle a pris des tirs venant de là et de là, donc hop. On va aller par là. On peut enlever ceci. Elles seront retirées à la fin du tour. En phase de ralliement. Phase de mêlée. Commençons par les cuirassiers. Donc les 2 étaient trop près pour bénéficier du bonus de charge. Ah non, c'était un quart du mouvement, donc 7,5. Si, on peut avoir le bonus de charge. Il faut avoir un espace dégagé d'au moins un quart de mouvement. Ok, d'accord. Donc du coup, on a le droit au bonus de charge. Bon, les 2 longs, du coup, parce qu'il y avait quand même plus que 7 cm entre les 2 au départ. Voyons ce que ça va donner. Alors, les 2 unités sont pareilles. Normalement, il y aura bonus de charge. Est-ce qu'une unité a 3 blessures? Bah du coup non, puisque j'ai réussi à railler mes cuirassiers prussiens. Personne n'est à couvert, personne n'est uphill. Enfin uphill, surélevé. Supérieur tous les 2, donc -1, ça compense le bonus de charge, donc 0. 0, pas d'artillerie, pas d'infanterie, pas de... non, aucun autre bonus. Donc il y a simplement +0 pour les cuirassiers autrichiens et +1 pour les cuirassiers prussiens qui eux ont le soutien de leurs camarades. Ah leur fuite tactique va peut-être a peut-être été bénéfique à ces cuirassiers prussiens. Donc ce qui se passe, c'est que côté prussien, ça fait 7 ou plus. Pour une cavalerie supérieure, ça fait donc 4 dégâts pour les Autrichiens. L'unité est déroutée. Ils ont été perturbés par la fuite feinte des Prussiens.
Et côté autrichien, on a fait 2. 2 pour une cavalerie supérieure, ça fait 2 dégâts quand même, mais ça ne suffit pas, puisque les Prussiens seront à 4 blessures, et donc ils seront obligés de se replier, mais pas d'être détruits. Voilà. Donc cette mêlée est faite, et du coup on verra si il y a des suites à donner à la fin de la phase. Ensuite nous avons ici deux mêlées, là et là. Alors on va commencer par... alors là c'était les Prussiens qui ont joué, on va prendre côté autrichien, on va jouer celle-là, là, hop, comme ça. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais bon on va le faire comme ça. Alors, est-ce que la cavalerie bénéficie du bonus de charge? Je ne sais plus, je vais regarder. Donc pour avoir le bonus de charge, ne s'applique pas aux charges de front contre une infanterie formée. Si, puisque je suis de flanc, donc ça marche. J'ai pas passé un obstacle. Par contre, ma cavalerie est inférieure, donc elle reçoit jamais ce bonus. Voilà. Donc c'est bon, j'ai pas le bonus. Alors, côté autrichien, on a donc... Je suis pas blessé, personne n'est à couvert, personne n'est pile. Par contre, ils sont supérieurs, donc j'ai -1. J'ai pas de support. Ok, moi j'ai -1. Et eux, ils ont -2 parce qu'ils sont pris de flanc. Mais encore +1 puisqu'ils sont inférieurs, donc -1 des deux côtés. -1 des deux côtés. Donc ça fait 5 et 4. 5 pour une supérieure infanterie, ça fait 4 dégâts, donc ma cavalerie est mise en déroute. Aïe. Et 4 pour une inférieure cavalerie, ça fait 2 dégâts. Ils sont blessés, mais toujours combatifs. Ensuite, ici, côté prussien. Alors, j'ai pas 3 blessures. La cible est en couvert léger. +1. Alors, précisons que les couverts ne s'appliquent que pour le premier round de mêlée. Hein, donc, si on rejoue un round, il n'y aura pas le bonus pour le deuxième round. Supérieur, non, ils ne sont pas inférieurs. Est-ce que j'ai des supports? Ouais, c'est possible. Ah non, j'en ai pas. Pas de support. Pas de flanc. Non, c'est tout. Donc il y a simplement -1 pour le couvert léger, pour les Prussiens. Et pour les Grenzer, ils n'affrontent pas une unité supérieure, l'ennemi n'est pas à couvert. Par contre, je suis une light infanterie qui affronte une unité formée, -1. Donc -1 des deux côtés. -1. Alors, les Prussiens font 1. Du coup, 2 -1, ça fait 1. Pour une standard infanterie, ça fait 1 dégât. 1 dégât pour les Grenzer. Et côté Grenzer, 5 -1, 4. Pour une standard light infanterie, 4, ça fait 2 dégâts. Donc cette unité vient donc de prendre 3 blessures. Donc là, on est dans un cas de figure où aucune des deux unités ne devrait replier, donc on doit refaire un round de combat jusqu'à ce que ça se décide. Donc là, maintenant, on retire les couverts, on n'a plus les couverts.
puisqu'on considère que sur le deuxième round de mêlée, l'unité a pris pied dans le bois. Par contre, eux, du coup, ils auront -1, puisqu'ils sont affaiblis. Ils sont à 3 blessures maintenant. Donc ça nous fait toujours -1 pour les Prussiens, puisque le couvert n'est plus actif, mais maintenant ils ont été affaiblis, et eux, ils ont toujours le -1, parce qu'ils affrontent toujours une infanterie formée. Donc ça ne change rien. C'est toujours -1 des deux côtés. Et ben, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc 2 dégâts pour une standard infanterie, encore un point pour les Brenzer, mais ils sont à 2, ils sont toujours bien. Par contre, là, nos amis Grenzer, ils remettent 4, donc ils remettent 2. Et eh ben, les Prussiens sont en déroute, hein, ça fait 5. Voilà. Toutes les mêlées ont été résolues. Donc maintenant, on va effectuer les mouvements de repli. Donc je vais commencer ici. On va... Donc l'unité qui vient de se faire étrier par les Grenzer dans la forêt ne peut pas éviter l'artillerie, donc elle va lui mettre une blessure due à la panique. On va être obligé de la traverser. « 20 ne suffit pas, il faut donc faire un deuxième mouvement. Donc on va faire 40, mais de toute façon ils vont être détruits. Voilà. Mes hussards. Eux, ils peuvent éventuellement éviter ici. Ils arriveront dans la forêt, vu que ça ne les ralentit pas, et ils seront détruits. Et mes cuirassiers vont devoir replier également. Donc là, est-ce qu'ils ont un moyen d'éviter les amis? Oui, ils arriveront juste devant. Donc eux, on va l'enlever. Ah oui, j'ai encore des jets de risque à faire, puisqu'il y a ce général qui était à côté d'unités qui ont pris des dégâts. Donc je vais le faire aussi tout de suite. Le Prussien, là. Non, c'est bon, il est safe. L'Autrichien, là. 10, c'est pas passé loin, il est safe. Le général des Grenzer, c'est bon. Le général des Prussiens, là-bas, c'est bon. On fait quand même, le jet est compliqué, 11-12, mais en fait tu le fais assez souvent, hein, mine de rien. Parce que tu es souvent au contact d'unités qui prennent des tirs. Voilà, donc ici, mes cuirassiers se replient. Ils arrivent juste devant leurs alliés. 30 cm, je ne vais pas utiliser un deuxième mouvement pour ne pas me rajouter des blessures. De toute façon, l'unité sera détruite. Maintenant, une fois que les replis ont été faits, on peut gérer les poursuites de cavalerie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les cuirassiers prussiens ont remporté une mêlée, l'ennemi a replié, mais pas eux. Ils sont donc en capacité de faire une poursuite de cavalerie, sauf que, petite astuce, ils ont eux-mêmes pris 4 blessures. Donc ils sont obligés de replier. Donc il n'y aura pas de poursuite de cavalerie dans ce cas de figure, puisque eux vont devoir également replier, puisque la poursuite de cavalerie est bien précisée, il faut que eux-mêmes ne soient pas obligés de replier. Ça s'arrêtera donc là. Cette unité va toucher le bord de table. Je vais déplacer le commandant ici. Les mêlées sont terminées. On va passer au ralliement. Donc déjà, comme ça on n'oubliera pas, toutes les unités qui sont déroutées sont retirées. Et là, ça peut commencer à valoir le coup de faire les comptes pour le moral de l'armée, parce qu'il y a eu quand même pas mal de pertes. Donc là, cette unité est détruite, cette unité est détruite. Cette unité est détruite. Et cette unité est détruite. Côté autrichien, ça a été un tour extrêmement violent. On est quand même à 1,
Non, pardon, pourquoi j'ai retiré les cuirassiers prussiens? Ils ne sont pas détruits. Ils sont simplement en repli. C'est les Autrichiens qui sont détruits. Hein. On ne va pas en rajouter aux Prussiens, ils sont déjà assez dans la panade. Donc voilà. Ouais, ça a été assez meurtrier, puisque là, il y aura 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, il y a quand même 6 unités qui ont été détruites. Hein. C'est énorme, hein. Vous voyez, ça va vite. Hein. Donc pour un grand format, à ce niveau de vitesse, ça vaut bien Black Powder, sans problème, je pense. Donc là, on va faire les comptes. Côté prussien, il y a 4 unités qui ont volé. Côté autrichien, il y a 3 unités qui ont volé. Donc pour l'instant, au niveau des seuils de déroute, l'autrichien, il est donc à 3 sur 9. Et le prussien à 4 sur 7. Voilà. Faisons les ralliements maintenant. Alors, au niveau des ralliements, nous avons donc... Qui c'est qui a encore des blessures? Cette unité-ci peut rallier une blessure, de toute façon, puisqu'elle a plus de 30 cm de tout ennemi, et elle est peut-être même à 60. Non, elle n'est pas à 60. Donc elle récupère un point. Tac, passe à 2. Eux, ils ne peuvent pas régénérer leur dernière blessure. Eux sont trop près. Eux sont trop près. Trop près, trop près. Là, cuirassé n'ont qu'une blessure, ils ne peuvent pas la récupérer. Eux, là-bas, sont sans doute à 30 cm. Ils sont au bord. Ah non, trop près. Ils ne peuvent pas régénérer leur blessure. Ils ne peuvent pas se rallier. Ils doivent passer un tour de toute façon. Et ceux-là, du coup... Ceux-là sont également trop près. Voilà, fin du tour 3, passons au tour 4. C'est parti pour le tour 4. Alors, on va déjà déplacer les généraux d'armée. Ici, je me fais pas trop d'illusions sur ce qui va se passer, donc je vais simplement ramener mon général ici. Côté prussien, ici ça a l'air foutu, donc je vais continuer de commander là. Et de façon générale, je vais me mettre assez proche pour... non, je ne peux pas ici avec Grenzer. Je vais me mettre là derrière, histoire d'aider au ralliement éventuel. Donc c'est 5 cm pour pouvoir donner une blessure supplémentaire. Je ne sais pas si je serai assez proche. Non, je ne suis pas assez proche. Est-ce que j'avais le mouvement pour aller là? Oui, mais alors dans ce cas-là, je ne pourrais pas commander le général. Bon bah tant pis, je vais commander le général. C'est parti. Eh bien, nous allons faire les... mouvement, enfin les jets d'initiative pour le mouvement. Les Prussiens départagent avec leur bonus, donc ça fait que les Prussiens peuvent bouger en premier. Alors, je vais activer ma cavalerie pour continuer à faire un repli là, parce que pour l'instant ça marche bien les replis tactiques. Non, ça va pas. Bon, mais c'est pas grave, parce que pour un repli, ça marche. Voilà, je mets une cuirassier là.
Voilà. Du coup, je vais activer ma cavalerie aussi. C'est bon, stable. Et je vais charger ces hussards là. Avant qu'ils ne bougent. Donc là, ils ne peuvent plus évader. Ils sont au bord de table. Et eux, je vais les avancer de façon... Ah, ils peuvent faire une contre-charge, cela dit. Donc on se retrouve au milieu. Voilà, j'ai amené mes cavaliers. Ensuite, c'est au côté prussien. Bah, je vais jouer la brigade du fond. Donc, le général assiste. 1, mais heureusement, il passe audacieux. Donc, ça fait que je ne peux pas avoir de résultat médiocre. Je serai stable. Alors, là, j'ai pris 3 blessures. Alors, est-ce que je fais encore un round de tir? Franchement, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire, on décide ça à la baïonnette, histoire d'en finir. Parce que là, le temps joue contre les Prussiens. Je charge. En espérant que je passe à travers le tir de contre-charge. C'est la grande... Non, pas de limite, donc c'est parti. Alors, ce sera courte portée, mon unité de Grenzer n'a pas 3 blessures, il ne tire pas sur quelqu'un de supérieur, il n'y a pas de couvert ni rien. Donc c'est du Vania. 2. Je pense que ça ne devrait rien donner. 2 pour une standard light infanterie. Ah si, ça fait une blessure, bon, c'est toujours ça de prix. Ça suffit cependant pas pour empêcher la charge. Et l'unité derrière va aller en support, mais en se tournant un petit peu. Le canon va se déployer. Je vais faire cependant un petit mouvement en arrière. Parce que les Prussiens n'ont pas de malus. Je vais tourner en arrière. Par contre, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un malus pour déployer l'artillerie? Je pense que si quand même. Demi-mouvement pour déployer l'artillerie. Donc je peux reculer de 10 jusque là et déployer mon canon ici. Ok. Bah, du coup, je peux jouer les Grenzer. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir en pleine vue pour aller choper un canon? Non, je ne pense pas. Donc, je vais rester dans ma forêt tranquillement. Je vais peut-être plutôt jouer la brigade qui est là. Bien que pas spécialement besoin de la bouger. Non, je vais assister ce commandant. 3 pour un commandant qui devient audacieux. Bon, c'est stable, c'est ce qu'on voulait. Donc je continue ma petite promenade le long de la rivière. 25 cm, j'arrive pratiquement au pont. Ah non, ils avaient un jet de messager à faire sur 4+. Oui, ils arrivaient. Donc ils pouvaient bouger, c'est bon. Mon général est là, j'ai oublié de le déplacer comme un âne. Ah non, c'est bon, il est à 6 pouces, enfin il est à 15 cm. Et eux, ils sont à 5 cm de lui, dans une chaîne ininterrompue, donc c'est bon, tout ça c'est sous commandement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais remballer mon artillerie ici et je vais la déployer. Donc ça me coûte un demi-mouvement, et je peux donc faire 10 par là. Je vais remettre les attelages.
Cette unité va continuer de se déplacer par ici. On fait un petit trou par là. C'est une colline légère à pente douce, donc pas de malus. Et maintenant, je peux déployer mon commandant. Je vais le mettre ici. Côté prussien, qu'est-ce qui reste comme brigade? Celle du milieu. Écoutez, je vais simplement me replier parce que là, c'est... Ah oui, pardon, il faut que je fasse le jet d'initiative. 6. Ah, c'est bien ça. Écoutez, j'ai droit à 2 mouvements. Je pars ralenti. Je vais aller me mettre là derrière. Hein. On se replie au plus vite. Et je bouge le commandant derrière. Voilà. Les Prussiens se sont barrés. Ils en ont eu assez. Du coup, c'est au tour des Autrichiens. Donc j'active la brigade là. 2, c'est stable. Donc j'ai droit à un mouvement. Alors ça m'ennuie que ces Prussiens soient partis. Donc je vais bouger. Ah, j'ai encore cassé un fusil, bien sûr. Et je perds un demi-mouvement si je traverse l'obstacle. Donc je vais essayer de l'éviter. Je vais faire une roue par là. Cette unité, je ne vais pas avoir le choix. Donc ça va me coûter un demi-mouvement pour le traverser. J'arrive de l'autre côté. Et cette unité, elle va arriver juste devant, puisqu'elle ne pourra pas le traverser. Le commandant va rester ici, histoire d'être encore à 15 cm de tout ce beau monde. Les canons sont à portée de tir, donc ça c'est bon. L'unité ici, elle va continuer de tenir ce village. Voilà. Ensuite, côté prussien, tout a été joué puisque les hussards sont en mêlée. Donc il reste les Autrichiens. Donc les hussards autrichiens ici, 2, ils sont stables. Je vais traverser. Je vais me positionner dans la forêt. Bon, passons au tir. Initiative. Les Prussiens en premier. Donc au niveau du tir, j'ai pas grand chose. Je vais peut-être faire tirer mon artillerie là-bas derrière. Donc j'active l'artillerie. Je vais faire tirer mes 2 batteries contre ce régiment qui s'est imprudemment avancé. Enfin, c'est moi qui l'ai imprudemment avancé. Et donc à portée de mitraille, il n'y a personne devant cette fois-ci. Il n'y a aucun couvert, il n'y a rien, c'est parfait. Donc feu à volonté, en espérant satelliser un régiment autrichien, ce serait pas mal. Alors, le canon n'a pas bougé, n'est pas à longue portée, il n'a pas 3 blessures, la cible n'est pas difficile, n'est pas à portée, n'est pas supérieure, n'est pas par derrière, n'est pas dans une zone, n'est pas petit, n'est pas grand. C'est une mitraille, donc plus 2. Et c'est tout, plus 2. Allez, 2 tirs à plus 2. Ouch, 6 plus pour les 2. Donc ça fera 4 dégâts. La mitraille fait très mal. Heureusement, cette unité n'avait pas encore été blessée. Mais bon, elle va replier direct. Elle va retourner direct d'où elle vient. Et est-ce que l'unité là-bas pourrait leur en rajouter? Non, elle va avoir de portée. Voilà, c'est tout pour le tir. Allons-y côté autrichien. Alors, côté autrichien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais faire tirer ce canon contre les cuirassiers, là-bas. Alors, vu que j'ai compté le couvert là-bas pour le tir sur colline, je vais compter le couvert du pont aussi pour eux. Donc, là, c'est toujours la moyenne portée. Ils sont bien à 80. Un canon moyen. 80, c'est bien ça. Donc, ils sont toujours à portée moyenne.
J'ai pas bougé. La cible a donc un couvert léger, -1. Et elle est supérieure, -2. C'est un cuirassier. -2 donc. 5 -2, 3. 3 pour une standard artillerie, 1 dégât de plus pour les cuirassiers. Cette unité a pris 3. Alors, est-ce que j'aurais pu shooter l'unité qui était déjà à 4 pour la finir? C'est une bonne question. Non, c'était pas dans mon angle de vue, donc pas de regret. Et ce canon-là va tirer sur les grenadiers là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas d'amis qui interfèrent, c'est bon. Je tire pareil à moyenne portée, très certainement. Oui. Pas bouger, pas longue portée. Je tire sur un supérieur, donc c'est -1. Il n'y a pas de couvert intervenant, -1. 6 -1, 5. 5 pour une standard artillerie. 2 dégâts. Ouais, c'est ça. 2 dégâts. Donc l'unité est mise en déroute. Très très bien. Très très bien. L'artillerie autrichienne a vraiment bien travaillé. Bon, la prussienne aussi, mais les Autrichiens vraiment plus. Ok, donc cette brigade a tiré. Passons aux brigades prussiennes. J'en ai une là-bas qui peut ouvrir le feu avec mon canon et avec le régiment ici. Je vais commencer par le régiment. Donc le régiment, il a bougé. Il n'est pas à courte portée. Donc bouger. Longue portée donc. Cible difficile. Puisque ce sont des tirailleurs. Couvert léger. Ouf. -4. C'est à 5, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je mets une blessure. Donc une blessure, il passe à 3. Et l'artillerie, donc elle s'est déployée, ce tour-ci. Donc elle a bougé. C'est une artillerie, alors toutes les prussiennes sont des artilleries moyennes, donc elle est à portée de mitraille. Donc il y a mitraille qui fait +2, bouger -1, cible difficile -1, couvert léger -1, donc -3, qui est compensé par +2. Ça nous fait donc quand même -1. -1 pour le canon. Allez, c'est parti. 4 -1, ça fait 3. 3, 1 dégât. Les Grenzer prennent cher. Ils sont à 4, ils vont devoir se replier. Ils ont pris un peu trop. Le tir de cette brigade. Oui, j'ai encore le régiment qui est dans la ville, qui peut tirer par ce côté sur le régiment autrichien là, qui a déjà pris 2 blessures. Ils sont à portée longue. Je n'ai pas bougé. Donc, longue portée. L'ennemi n'est pas couvert, n'est pas difficile, n'est pas supérieur. Par contre, moi je tire depuis une zone, donc j'ai forcément -1, même si je tire que d'un seul côté. Donc ça fait -2. C'est à 1. 1 -2, 0. Pas de dégâts. On repasse côté autrichien. Ben, mes Grenzer vont riposter, mais ils sont blessés. Donc, je vais tirer sur le canon, tiens. Donc le canon, c'est de la longue portée, je suis blessé, c'est une cible difficile, ça fait -3. C'est tout, -3. 4 -3, ça fait 1 pour une infanterie légère. Le standard, 1, ça fait 0, aucun dégât. Les autres Grenzer sont au combat. C'est fait pour cette brigade. Ensuite, les autres brigades n'ont pas de tir potentiel. Donc, fin de la phase de tir, passons à la mêlée. Pour ce qui est de la mêlée, on a déjà celle qui est ici. Là.
on a 2 unités qui ont contrechargé et qui ont bonus de charge. Donc ça fait +1. Les 2 unités n'ont pas trop de blessures. Aucune n'est à couvert, aucune n'est en surélévation. Par contre, les cuirassés sont supérieurs, donc ça va compenser le malus, enfin le bonus pour les hussards. Et il y a également un support côté autrichien, enfin un soutien côté autrichien. Donc les Autrichiens en tout auront +2, -1 pour le supérieur, non, +0 contre +2. Voilà, c'est ça. Donc 5 pour les Autrichiens, 3 +2 et 4 pour les hussards. Les hussards sont standard cavalerie, ils font 4, ça fait 2 dégâts pour les Autrichiens, ils passent à 3. Et supérieur cavalerie, 4 blessures. Non, 3 +2, 5, pardon, excusez-moi. Supérieur cavalerie 5, ça fait 3 blessures. Les hussards n'étaient pas blessés, donc les deux sont à 3. Comme il n'y en a aucune qui devrait replier avec 3, on refait un round de combat. Cette fois-ci sans bonus de charge. Donc les hussards sont à -1 parce qu'ils affrontent toujours une unité supérieure, tandis que les Autrichiens sont toujours à +1 avec leur soutien. 6 de chaque côté, ben dis donc c'est sanglant tout ça. Donc les hussards font 6, -1, ça fait 5. Pour une standard cavalerie, ça fait quand même 3 dégâts. Donc les Autrichiens sont en déroute. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et les Autrichiens, bah, ils font 6 +1, ça fait 7. Donc ils mettent 4 dégâts aux hussards qui sont en déroute. Les deux s'entretuent à mort et seront donc obligés de replier. C'est pas forcément une bonne affaire pour moi. Et qu'est-ce qu'on a encore comme mêlée? On a Grenzer contre... Donc juste là derrière, j'ai un oubli. J'avais laissé le pack ici en mêlée, le pack de Prussiens, mais il devait replier à la fin du tour, donc je l'ai replié. J'ai fait 2 mouvements, j'ai traversé mes amis, donc j'ai mis une blessure. Et du coup, il était à portée de ralliement, donc ils ont rallié une blessure. Mais sur le principe, voilà, ils étaient là bien. Donc voilà, fin du tour 4. Je vais voir si je fais encore un tour, et sinon on ira à mes conclusions. Je pense qu'on a à peu près vu comment fonctionne ce jeu. Bon, malheureusement, on va arrêter là, à la fin de ce tour 4, puisque la vidéo va faire déjà plus de 4 heures. Donc on va arrêter les frais. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Normalement, vous savez jouer au jeu. Alors, en conclusion, c'est un très bon jeu, très très bon. C'est tout à fait ce que je cherchais en termes de fluidité, de rapidité, hein, quelque chose de très similaire à Backploder, même si les règles sont pas pareilles, mais en tout cas ça se joue très vite. Mais il a quand même quelques points négatifs et des points positifs pour lui aussi, hein, par rapport à ça. Alors déjà, en plus d'être fluide et rapide, bon, finalement c'est déjà un investissement assez peu onéreux finalement, il y a juste un petit bouquin qui coûte pas trop cher, les règles sont courtes, c'est bien écrit. Le système de touche est vraiment bien, parce qu'au final, au début, ça a l'air un peu aride, mais finalement, on les retient bien, et ça devient vite automatique. Ce qui est bien aussi, en termes d'esthétique pour la table, il y a finalement assez peu de marqueurs, puisque finalement les seuls marqueurs qui restent sur la table, c'est les marqueurs de points de vie. Il n'y a pas de pion de désorganisation, il n'y a pas de pion d'étage, ce genre de choses. Finalement, on n'en a pas vraiment besoin. Vous pouvez en mettre, mais pas vraiment besoin. Et puis bien, l'activation alternée, quoi, ça c'est vraiment cool, hein, parce que ça fait participer. Bon là, ça se voit pas, c'est sûr, c'est moi qui joue tout seul, mais quand même, c'est vrai que ça a vraiment du bon de pouvoir jouer sans que l'adversaire s'ennuie à attendre que vous finissiez votre tour. Au moins là, tout le monde joue. Un coup c'est lui, un coup c'est vous, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et surtout, moi ce que je cherchais, c'était un système simple qui puisse facilement se montrer à des débutants.
et qui se prête bien à des multijoueurs en fait, hein. Le but c'est pas de rentrer dans le détail, le but c'est que on puisse jouer une très grosse bataille assez rapidement quoi. Donc moi je regarde ça sous ce prisme-là. Évidemment, si vous avez un prisme simulationniste, vous serez sans doute pas satisfait par beaucoup de choses dans le système, mais il a quand même quelque chose de très très bien, très très bien pour lui dans sa simplicité, sa fluidité. Ce que j'apprécie également, c'est le système de commandement et de chaîne de commande qui est vraiment pas lourdingue en fait. Il est juste bien, je trouve. Il faut y penser, il oblige à faire des choix, à anticiper, etc., garder les troupes à distance, etc., ou en formation, mais sans que ce soit trop compliqué à retenir et qu'il y ait trop de règles. Ça, c'est bien. Et surtout, le commandement intermédiaire, là, j'ai pas pu le tester. J'ai pas pu l'aborder d'ailleurs non plus, mais parmi les règles optionnelles, il y a le commandement intermédiaire. C'était ce que je cherchais un peu, avoir un commandant intermédiaire. Alors on peut le bidouiller dans d'autres systèmes de règles, mais c'est quand même mieux de l'avoir directement prévu, quoi. Et bon, bah après, les points négatifs, moi, ce qui me casse un peu les pieds, je vais dire, c'est les petites exceptions et les points spécifiques qui sont toujours un peu casse-pieds, du genre, vous avez une règle bien écrite, qui est facile à retenir, et puis des fois, vous allez avoir un petit point qui dit oui, mais alors cette unité, quand elle est en formation de machin, ça marche pas pour elle, ou ça s'applique qu'aux unités qui n'ont pas une division de mouvement supérieure à 1, 2. Des trucs vraiment, où on est sûr que les gens vont pas le retenir. Enfin si vous vraiment vous jouez régulièrement, vous finirez par le retenir, mais un joueur casual ne retiendra pas. Ça, c'est les points négatifs, c'est que de temps en temps, il y a des espèces d'exceptions comme ça, ou de précisions spécifiques qui ruinent un peu une bonne règle. C'est un peu dommage. Et bon, alors ça a sans doute un aspect historique, mais en termes de jeu, je suis pas sûr que ça apporte toujours quelque chose. Voilà. L'autre point négatif, c'est le double arc. J'aime pas ça, l'arc de 30 degrés. En plus du 45 degrés, il aurait fallu opter à ce moment-là. Bon, après, c'est pas plus casse-pied que ça si vous faites un template, mais c'est vrai que on est habitué au 45, on fait les diagonales sur le socle, on n'a pas besoin d'avoir un template. Là, on est obligé d'en avoir un. Et donc après, ouais, aussi les portées. Alors là, ça c'est le truc, je pense que je réduirais peut-être en multijoueur parce que la mitraille à 40 cm, c'est quand même violent, hein. C'est quand même violent. Alors le truc c'est que c'est à l'échelle du bataillon, donc ça se justifie. Mais si vous voulez dézoomer votre bataille et et utiliser le système en, à un niveau supérieur, c'est-à-dire en considérant qu'une unité est un régiment, ça devient... et pourtant je suis pas vraiment arc-bouté sur le réalisme à tout crin, quoi, mais là c'est vrai que ça fait bizarre. Ça me semble un peu excessif. Ouais, de façon générale, il y a des portées qui sont un peu généreuses, je trouve. Et l'artillerie, d'ailleurs, on l'a vu dans le truc, est quand même vachement forte, hein. Donc l'auteur précise qu'il faut la limiter. Là, j'ai pas vraiment respecté, d'ailleurs. Chez les Autrichiens, j'en ai plus. Mais ça se voit, hein, ça fait vite des ravages, en fait, si on laisse une artillerie bien placée faire ce qu'elle veut. euh, on se rend compte qu'elle est puissante, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment pas abuser de l'artillerie, hein, parce que sinon, ça déséquilibre un peu le jeu. C'est un peu un point négatif, mais pour le coup, il a été prévu et il a été pris en compte. Donc ça, c'est bien. Et ah oui, il y avait un autre point aussi, c'était le soclage. Le soclage recommandé. Alors ce n'est qu'une recommandation, hein, je reviens dessus, il ne faut pas que ça vous décourage de jouer, hein. Jouez à 3 socles, hein, c'est économique et ça marchera tout aussi bien. Mais ouais, le 5 socles, autant j'aime pas non plus le 6 socles de backpowder, encore moins j'ai envie de dire parce que c'est trop figorinivore et ça n'a aucune justification en termes de jeu. Mais franchement, le 5 socles, c'est pas... je comprends la logique de vouloir avoir l'infanterie et la cavalerie calquée sur la même taille, mais honnêtement, ça marcherait très bien sans. Donc voilà. Alors bon, de toute façon, je vais vous mettre par écrit un peu les plus et les moins. En tous les cas, comment dire, en tous les cas,
testez-le, c'est vraiment pas mal. Bien évidemment, bon, si vous n'êtes pas anglophobe, hein, malheureusement, puisque les règles n'existent qu'en anglais. Après, c'est pas long, il n'y a que 28 pages de règles, c'est pas de l'anglais ultra compliqué. Hein, si vous êtes habitué au vocabulaire militaire anglophone, vous en sortirez sans problème. Hein. Et, et puis voilà, ouais, testez-le. Franchement, il est bien. Je le testerai certainement en grand format à un moment donné. Pour, ne serait-ce que pour essayer autre chose que Black Powder et voir comment ça tourne. Et tester la possibilité d'avoir ces commandants de corps ou ces commandants d'ailes, là, ça peut être bien. En tous les cas, oui, je vais certainement en refaire hein, du Honors of War, c'est très bien. J'ai d'ailleurs acheté plein de règles de différents jeux. Dernièrement, certains ne m'ont pas plu, donc je les ferai pas. Mais ceux qui m'ont plu, dont celui-ci, je les chroniquerai. Il y en aura d'autres. Il y en a notamment un qui est un bon challenger à celui-ci aussi. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Donc voilà. J'espère que ce rapport de bataille long, qui dépassera allègrement les 4 heures, et didactique, vous aura bien donné une vision d'ensemble du jeu. On est quand même allé assez en profondeur, hein, mine de rien, on n'a pas eu de cas ultra compliqués, mais on a fait à peu près, tous les cas classiques du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un bon panorama, que ça vous donnera envie de le tester. Et voilà, donc ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.